Nulle part et partout, par Éric Vincent. À Florence, Charlène, Guy, Christiane, mes yeux dans la brume du futur. Dimanche 26 décembre, 15 heures. Le bedeau du village dut tempérer son ardeur coutumière à sonner les cloches. En effet, d'habitude, il s'agrippait à la corde usée et se balançait comme un grand primate, secouant le bronze du clocher à toute volée. Les mariages, il adorait. Quand par malheur ou par hasard, les fêtards oubliaient d'apporter du riz pour les mariés, il se précipitait dans sa cachette secrète, derrière la sacristie, afin d'en retirer 4 ou 5 kilos. Hélas, aujourd'hui, il aurait été malvenu de lancer l'aliment préféré des Chinois. Un enterrement avait lieu, un double enterrement. Pas question de donner un air de fiesta, il fallait se contenter de sonner le glas. 200 personnes s'étaient entassées dans cette église de campagne, une bâtisse romane aux pierres noircies par le temps, perdue au milieu des champs. La pluie poisseuse avait rendu la terre collante, et les voitures, petites ou grandes, s'étaient embourbées dans la glaise grasse. En cette triste fin de mois de décembre, le plafond gris, mêlé au gaz nocif craché par les usines, empêchait la pénétration de la lumière naturelle à travers les vitraux aux motifs naïfs. À l'intérieur, chacun écoutait religieusement l'oraison du père Fabre. Christian ferma les yeux. Entre la pénombre à peine percée par les lueurs dansantes des cierges et l'obscurité, il préférait le noir des ténèbres. Christian prieur, 30 ans, futur divorcé et nouvellement promu au rang d'orphelin. Orphelin depuis qu'un terroriste avait pris pour cible le quadriracteur ramenant ses parents de Tunis. Leur premier voyage en avion, le dernier. L'appareil s'était volatilisé près de Nîmes alors qu'il venait de se poser à Orly. Ensuite, les époux prieurs devaient redescendre à Clermont-Ferrand en train, le plus long voyage. Il ignorait le contenu des cercueils. Les gendarmes, les sauveteurs, les policiers avaient récupéré ce qu'ils avaient pu, des vêtements, des chaussures, des bagages, et des corps désarticulés. Christian n'écoutait pas le sermon. Il se contentait de palper l'atmosphère lourde de larmes, de mouchoirs en papier. Des voiles noirs, des lunettes noires, pour masquer tant bien que mal la douleur rongeant les yeux. Il serra les dents. L'intégrisme avait frappé une fois de plus, se dissimulant derrière l'étoffe assassine, ne laissant transpercer que la haine inscrite au fond des âmes. Presque tous les siens le soutenaient. Même si sa femme était présente, ce n'était que par pure politesse. Elle n'éprouvait plus le moindre sentiment pour lui depuis des lustres. Usure du couple, mauvais choix au départ, accident de parcours, peu importait, le résultat a donné une désastreuse union, une réunion sans intersection, pour utiliser un terme mathématique. D'ailleurs, Christine se tenait au fond, conséquence d'un retard habituel, même les jours d'enterrement. Qui étaient les siens? Des cousins, des oncles, pour les plus proches. Il était fils unique et n'avait pas d'enfant. Personne pour le soutenir après cette épreuve. Il tourna la tête sur le côté. À sa gauche, il y avait été Milly, sa cousine. Il ne l'avait pas revue depuis une éternité. Comme elle avait changé. Elle avait poussé. Quel âge avait-elle? 20 ans? Plus? Peut-être. Il n'avait pas la mémoire des dates d'anniversaire. De toutes les façons, dans une année, il ne tiendrait pas ce souvenir de cette date. Le dimanche noir. Émilie lui adressa un sourire sentant la compassion sirupeuse. Que pouvait-elle faire d'autre? À sa droite, il y avait son beau-frère, un as de la voltige aérienne, militaire exemplaire, et 10 fois plus intelligent et sympathique que sa sœur Christine, ce cœur de pierre lui servant d'épouse. Il était plus qu'un beau-frère, un véritable ami, le frère qu'il n'avait jamais eu. Mais chacun avait sa vie. Constamment en mission, souvent à l'étranger, Patrick Bovis n'avait pas de fréquentes occasions de poser pied à terre. Et combien de temps? 1 an? 2 ans? Là encore, ça n'avait pas d'importance. Trop de temps avait passé. Son entreprise lui avait bouffé l'existence, et pour quel résultat? La crise ne l'avait pas épargné, les profits étaient au rayon des souvenirs, les pertes avaient causé des fracas dans sa comptabilité. Le personnel de l'agence de publicité avait quitté le navire peu à peu. Seule une demi-douzaine d'indécrottables collaborateurs s'accrochaient à l'espoir fou d'une hypothétique reprise. Que pouvait-il faire?
La banque actionnaire majoritaire de son agence naguère renommée le lâchait, ne désirant plus investir un seul centime dans un puits sans fond. L'assistance se levait et s'asseyait au rythme des injonctions du prêtre. Ses parents souhaitaient une cérémonie complète, autant dire qu'il n'avait jamais été un fanatique de la religion. La messe avait été fréquentée avec parcimonie à l'occasion d'événements bien précis. L'oraison n'en finissait pas. Sa tête bascula en avant, le menton toucha le haut de la poitrine, les paupières s'abaissèrent. Les paroles du père Fabre résonnèrent dans sa cervelle comme le glas ébranlait la nef. Le chagrin qui allait l'accabler ne devait pas exister, car les siens étaient à présent dans un autre monde, bien plus enviable que notre monde terrestre. Ah bon? Cela valait-il le coup de faire le grand saut, en explosant dans un jumbo-jet? Le Seigneur, comme disait le prêtre, était infiniment bon. Quelle bonté! Pourquoi tout le monde n'avait-il pas le droit de mourir sans violence? Un mystère à résoudre lorsqu'on se présenterait devant l'Éternel. Ce serait là alors le moment de lui poser la question. Christian se redressa. L'église n'était plus là. La cérémonie s'était effacée. L'odeur suffocante de l'encens se répandant dans l'atmosphère s'était dispersée. Il était sanglé sur un siège recouvert de feutrine bleue. Il n'était pas seul. Des passagers souriants, bronzés, l'accompagnaient. Des hôtesses, pomponnées, manucurées, coiffées comme de vraies poupées Barbie, vaquaient à leurs occupations, distribuant des boissons fraîches ou des revues. Il se tourna du côté des hublots. Il distingua parfaitement l'aile gauche de l'appareil, avec ses deux énormes turboréacteurs crachant leur fumée blanche. En dessous, la Méditerranée reflétait les rayons dorés du soleil et prenait des tons argentés, comme si des millions de morceaux de papier d'aluminium en couvraient la surface. Il se trouvait au dernier rang, à la queue de l'appareil, juste après la soute à bagages. De l'autre côté du couloir central, il reconnut des visages familiers, ses parents, enchantés de leur séjour au pays du soleil, se levant sur les maisons immaculées en Tunisie. Ils plaisantaient, ils se taquinaient mutuellement. C'était ainsi. Cela avait toujours été ainsi. Leur entente avait été toujours construite à base de complicité, de bonne humeur et de galéjade. Il aurait voulu leur parler, dire combien il les aimait, combien il les remerciait du bonheur de son enfance. Mais ils ne l'entendaient pas. Ils étaient innocents. Pourquoi? Mais pourquoi? Une explosion déchiqueta l'appareil. Dans un assourdissant tonnerre de tôle tordue, la queue de l'appareil se détacha du reste. La brusque décompression plongea plusieurs personnes dans l'inconscience. Un moindre mal. L'air rare à cette altitude fouettait cependant le visage avec une rare violence. Les époux prieurs, sanglés sur leur siège, reliés à cette misérable portion de carlingue, virent les autres parties du jumbo s'éparpiller au-dessus des côtes françaises. Plusieurs explosions, dues cette fois-ci au kérosène stocké dans leurs ailes, achevèrent le fleuron de l'aéronautique américaine. Jacques et Solange prieur mêlèrent leurs doigts une dernière fois dans un même élan. Christian était toujours près d'eux. La chute n'en finissait pas. 10 000 mètres, même à près de 200 kilomètres à l'heure, cela durait tout de même 3 minutes. Sur leurs visages déformés par la vitesse, ils ne lisaient plus que l'horreur et la surprise. En moins de 30 secondes, la résignation avait pris place dans leur esprit. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, joue contre joue, évitant soigneusement de porter leur regard vers le sol. Il perçut leurs ultimes mots d'amour, de tendresse. Il les entendit comme si le sort avait voulu qu'ils soient près d'eux en ces derniers instants. Le sol sec et couillouteux des environs de Nîmes se rapprocha très vite. C'était terminé. Il ressentit un choc terrible, des dizaines de jets dans la colonne vertébrale. Les corps se disloquèrent comme des pantins usés de marionnettistes d'une époque passée. La douleur fut une nouvelle explosion, plus terrible celle-là. L'extrémité de l'avion se dispersa comme une pluie de confettis. Son siège s'était éventré, la structure métallique était devenue une arme acérée le transperçant de part en part. Son père bougea encore, soulevant une main qu'il tendit vers lui, et qui s'affaissa brutalement, ses vaisseaux sanguins ayant presque tous explosé. Sa mère s'était brisée et reposait sur l'épaule de son mari, unis jusqu'au dernier instant. « Christian » appela une voix lointaine. Une autre voix familière,
puis la sensation qu'on tapotait doucement sur son épaule. Patrick le secoua davantage. « Hé, tu te sens mal? Tu veux que je te soutienne ?» Christian revint lentement. Il avait rêvé, cauchemardé, revécu le drame de ses parents. Un rêve éveillé? Ou bien avait-il plongé dans le sommeil l'espace de quelques minutes? Il n'éprouvait pas de sentiment de perdition, cette brève sensation ressentie au réveil. C'était juste absenté quelques instants. La cérémonie à l'église prit fin. Il devait subir l'enterrement proprement dit, au cimetière, distant d'à peine 50 mètres. Les images réapparurent, par brève impulsion, comme s'il jouait avec une télécommande, zappant d'un programme à l'autre. Il s'agissait d'extraits du film qu'il venait de visionner. Son cerveau lui jouait-il des tours? Ce phénomène était vraiment handicapant, car son champ de vision était totalement entravé par ces images. Il imagina le désagrément et surtout le danger qu'il courait, si par malheur ces troubles survenaient au volant. Une fois dehors, cela cessa immédiatement. L'air froid, la pluie le ramenèrent à la réalité. Malgré tout, il devrait consulter son médecin généraliste. Il n'ignorait pas que les chocs émotionnels, particulièrement ceux dus à la perte d'un proche, pouvaient entraîner des déséquilibres psychiques temporaires. Ce caractère éphémère n'empêcherait pas un traitement médical destiné à l'appuyer, à le soulager en cette période difficile. Une période difficile. C'était pire que cela. Avec une maladresse presque puérile, il tenta de masquer la noirceur du scénario. Divorce, dépôt de bilan, écrasement financier, solitude. Le pire était à venir. De nombreuses personnes étaient venues le soutenir en ce jour de douleur. Mais combien d'entre elles seraient encore là demain? Le balancier de l'horloge rythmait le temps. Le parquet craquait sous les pas. La rangée de vieilles photos jaunies de sa famille trônait toujours sur le buffet de la cuisine. Chez l'oncle Fernand, rien ne changeait. La maison respirait la rusticité et la poussière humide accumulée par endroits. Le sol, autrefois fait de terre battue, avait été recouvert de tomates en terre cuite. C'était la seule concession à la modernité. Dans la grange jouxtant l'habitation principale, l'oncle avait organisé une collation d'adieu. Une habitude dans la famille, destinée à ne pas se séparer sur une note de tristesse, mais sur l'espoir que les défunts, là-haut, vous accompagnaient du geste. Quelques instants plus tôt, les derniers fidèles s'étaient dispersés. À présent, Christian était prostré sur une chaise fraîchement rempaillée, les coudes sur la lourde table en chêne de la bibliothèque. L'oncle Fernand ne faisait pas les choses à moitié. Malgré ses modestes dimensions, la pièce contenait pas moins de 5000 livres sur ses rayonnages, et pour tout m'oublier, une table, quelques chaises, et cette superbe horloge du XIXe siècle, avec son balancier doré et ses chiffres romains. L'aiguille des minutes avançait inexorablement, poussant sans relâche celle des heures à en faire autant, plus lentement, certes, mais sans jamais pouvoir stopper. Vers quoi le menait cette marche du temps? La mort, c'était certain. Mais quand? Vite. Et ce balancier, toujours le même mouvement, toujours le même son. Christian le fixa et suivit sa course de gauche à droite, et de droite à gauche. Ses yeux se figèrent au centre de l'horloge. Doucement, l'image du balancier s'effaça. Peu à peu, elle fut remplacée par celle d'un téléphone, noir, à touche et à cristaux liquides. Un modèle répondeur avec 2 témoins. Ils indiquaient la présence d'un message. L'image disparut dès qu'Émilie, sa cousine, pénétra dans la pièce froide et humide. « Christian, je te dérange pas ?» De nouveau, il éprouva cette sensation dérangeante d'être ailleurs pendant quelques instants, et de revenir d'un seul coup. Était-ce le syndrome de la télécommande? Émilie tira une chaise et s'assit près de lui, passant une main entre ses bras pour découvrir l'aspect de son visage. Il arborait une expression inhabituelle, qui intrigua la jeune femme. Il ne s'agissait pas de tristesse, mais d'une impavide torpeur. Même une drogue ne produirait pas un tel effet, encore moins la folie. Non, c'était comme une petite mort où l'esprit disparaissait. Il ne se volatilisait pas, mais il se transportait ailleurs. Le visage ne frémissait plus,
Il ressemblait à une statue de bronze imperméable aux événements extérieurs. Il se fermait à la réalité. Il s'ouvrait au rêve ou à une autre réalité. Émilie avait déjà vu cette expression, ou plutôt cette non-expression. Ses pupilles se rétractèrent tandis que la lumière ambiante n'avait pas varié d'un iota. Il revint à lui, résorbant ses excès d'absence lorsque la jeune femme apposa ses doigts sur l'étoffe de sa chemise. Le contact était étrange. Il mêlait le frisson et l'électricité. « Émilie, tu dormais ?» questionna-t-elle. « Non, je rêvais. »« À quoi ?»« À un téléphone. C'est curieux. Pourquoi ? Le propre du rêve, c'est d'être déroutant. »« Non, mais ce qui est curieux, c'est que je rêve sans dormir. J'ai rêvé d'un téléphone avec un répondeur à l'instant. Et à l'église, tout à l'heure, j'ai vu... Enfin, un film qui aurait retracé la fin tragique de mes parents. J'ai même ressenti la douleur. Oh oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un problème psychologique? Ah putain, c'est bien ce que je pensais. Non, tu y es pas du tout. C'est autre chose. Quoi donc? Tu as des visions. C'est aussi simple que ça. Eh bien, tu ne crois tout de même pas que je vais avaler de pareilles couleuvres? Des visions, des hallucinations, oui. Je pète les plombs. Je perds pied. Christine et moi, on va divorcer. Quoi? Ouais. Et par-dessus le marché, ma société n'en a plus pour longtemps. Tu t'inquiètes terriblement pour ton avenir, n'est-ce pas? Ah, c'est vrai, ouais, j'ai peur du futur. J'ai que 30 ans et je crains le futur. Mon futur. J'ai peur qu'il soit trop long et trop incertain. Comment savoir? Peut-être que tes visions te donneront des réponses. Je vois pas quoi. Quels secours peuvent m'apporter d'être dératé de mon cerveau? Eh ben, à toi de le découvrir. Que signifiait ce clin d'œil adressé furtivement par sa cousine? Elle l'abandonna dans la bibliothèque avec ses angoisses et ses incertitudes. Il inspira une bouffée d'air frais à la fenêtre. Dehors, les rangs de vignes s'étendaient à perte de vue. Elles étaient nues, les bois n'étaient pas encore tirés. Le crachin tombant sans interruption rendait le paysage plus triste qu'il ne l'était d'ordinaire. Une bourrasque rabattait la pluie fine sur son visage. Sensation rafraîchissante, dirait-il. Désagrément, dirait un gars de la ville, peu habitué aux promenades sous la flotte. Il ouvrit la fenêtre plus largement et s'assit sur le rebord, les pieds frôlant les plantes vivaces poussant dans la rocaille au-dessous. La saison printanière était encore trop éloignée pour y voir la moindre fleur rouge, jaune ou violette. L'hiver, l'entrée de l'hiver, n'était pas propice à la pousse. Le temps était à la désertification des fleurs et à celle de l'espoir. Le printemps viendrait, c'était assuré. Seulement son printemps à lui, renaîtrait-il des cendres de l'hiver? Le téléphone sonna dans une pièce voisine. Le téléphone. Il avait rêvé d'un téléphone. Et d'un répondeur intégré. Mais oui, quel idiot! Il sauta dans la pièce, verrouilla la fenêtre et se dirigea vers le vestibule. Son oncle venait à peine de raccrocher. « Tonton, je peux passer un coup de fil ?»« Bien sûr, fiston, te gêne pas. » Le modèle datait des années 70, le gris à cadran. Christian en composa son propre numéro. Au bout du fil, le répondeur se déclencha. Durant l'énoncé du message d'accueil, il actionna sa montre afin qu'elle émette un bip sonore particulier. Le répondeur lut alors les messages. Le premier provenait d'un homme dont il ne connaissait pas la voix. « Bonjour, je suis Maître Caron, avocat de Madame Christine Brieur. Je désire vous informer sur la procédure de divorce que votre épouse souhaite engager. Elle vous donne rendez-vous à mon cabinet pour la conciliation et la signature du dossier le lundi 27 décembre à 9 heures, au 36 boulevard Joffre. Au revoir. » Voilà pourquoi elle voulait se carapater aussitôt la cérémonie achevée. Elle n'a même pas eu le courage de lui avouer ses intentions face à face. Toujours aussi lâche. Pour preuve de cette lâcheté, elle ne lui laissait même pas le temps de trouver un avocat. Enfin, un avocat. Il en avait bien un pour l'agence, mais il doutait que les affaires matrimoniales figurent sur la liste de ses attributions. Ah, elle avait bien calculé son coup. Soit. Elle voulait le divorce, elle l'aurait. Plus vite cette mascarade serait achevée, mieux cela vaudrait. Un autre message suivait le premier. Cette fois, la voix était connue, mais aussi peu sympathique que la précédente. Son banquier. Enfin, la personne ayant en charge
son dossier d'agence auprès de l'établissement financier. Depuis une loi récente privatisant totalement les dernières banques, puisque les députés européens avaient déclaré les nationalisations anticonstitutionnelles, les cas de déficit avaient été réglés extrêmement rapidement. Ils étaient tout simplement illégaux. Les agios étaient interdits puisque les déficits étaient prohibés. Un particulier en découvert faisait immédiatement l'objet d'un interdit bancaire. Le banquier le convoquait à une assemblée d'actionnaires. Ah, c'est la fin. Il n'y aura pas de chance. Heureusement que la surpopulation carcérale empêche la prison pour les dépôts de bilan, sinon j'y avais droit. 20 ans, c'est le tarif. L'appareil indiqua la fin des messages et proposa de réinitialiser la puce mémorielle. Il avait du pain sur la planche, mais il manquait de courage face à l'adversité. La déchéance se présentait au pas de sa porte. Que pouvait-il arriver de pire? Qu'allait-il faire? Devenir salarié? Pas simple. Le montage d'une nouvelle affaire lui serait désormais refusé. Il n'obtiendrait pas une autorisation du tribunal de commerce. Le salariat restait donc l'unique alternative. À moins qu'il n'exerce une profession libérale ou artisanale. Oui, mais quoi? On ne s'improvisait pas plombier ou électricien, métiers les plus en vogue, les plus utiles et les mieux payés depuis que les explosions, les attentats religieux secouaient les villes. Tout foutait le camp. La mise au ban de la société guettait toute la population. La guerre civile était aux portes des maisons et tout basculerait si le gouvernement relâchait sa pression. Des mauvaises nouvelles, fiston? Oh, mon pauvre tonton. Je vais devoir payer, payer et encore payer. Le divorce, l'agence. Bah, désolé de te dire cela, mais il se peut que tu payes autre chose. Oh, quoi donc? Ah, tes parents avaient une maison. Une belle maison, une belle demeure dont tu vas hériter. Droit de succession, tu vois dont je parle? Aïe, 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 j'avais oublié ça. Eh, si tu as des problèmes d'équité, tu vas devoir vendre. À mon avis, attends-toi à d'autres surprises de dernière minute. Surprise? De quel genre? Bah, tu sais, mon frère, il avait l'habitude d'acheter tout un tas de choses sans le dire à ta mère, pour en donner le moins possible aux impôts. Il investissait dans les actions, les obligations, la pierre. À présent, dans le contexte boursier critique et puis par la faute des nombreuses explosions, ces achats ne pèsent plus lourd. Navré, il va falloir t'attendre un héritage plus coûteux que lucratif, si je puis dire. Oh, tu sais, je crois que plus rien ne peut m'attirer des plus d'ennuis et de souffrances. Je suis pas encore blindé, mais je m'y prépare. Plus rien? Si, une chose encore. Encore des images incompréhensibles défilant à vive allure devant ses yeux. Des images de guerre, probablement tirées d'un documentaire ou sorties d'un des innombrables films de guerre du cinéma américain ou français. Des champs de ruines, des cadavres déchiquetés et livrés à la vermine, des carcasses de voitures par centaines. Il avait tendance à tout noircir en ce moment. C'était pour cette raison que ça servait de lui jouer des tours comme celui qu'il venait de vivre. Il n'y avait pas d'autre explication. Il prit rapidement congé, remerciant les uns et les autres pour leur présence et leur soutien. Il enfila sa parka, retrouvant instantanément la chaleur grâce à ses accumulateurs intégrés. Il libéra 2 ou 3 vagues calorifiques et s'élança sous la pluie battante. Il déverrouilla son véhicule en lui demandant bien poliment. La porte pneumatique se leva et la voiture s'anima. Le moteur démarra, silencieux grâce à la fée électricité. L'assistance à la navigation capta les informations d'un satellite géostationnaire. L'essuie-glace à ultrasons cassa les molécules d'eau avant qu'elles n'atteignent la surface vitrée. Sagement, l'ordinateur de bord attendit l'ordre de départ pour rejoindre, en manuel, c'est-à-dire mené par le conducteur, la nationale automatique, pilotant alors à la place de son propriétaire. Il inspira profondément, appliquant de vieux préceptes de yoga. Il chercha une sérénité et un calme perdu, la tête posée sur le tableau de bord. « Il faut tenir le coup, cousin !» s'exclama une voix. Il se retourna brusquement. Émilie se tenait sur la banquette arrière, la mèche rebelle, les cheveux courts et décolorés, trempés jusqu'aux os. Émilie. Il se souvenait bien d'elle. La rigolote de service, le guéluron, le clown. Une record woman dans son genre lorsqu'elle était petite.
Elle personnifiait la joie de vivre, la source d'entrain et de remontée de morale indispensable. Elle avait bien changé physiquement. C'était une belle plante. Faisait-elle toujours preuve de ce caractère fantasque? Qu'est-ce que tu fous dans ma voiture? J'attends que tu me ramènes à Saint-Aubin. À Saint-Aubin? Ah oui, tu sais, c'est une ville, avec une mairie, une église, des maisons, tu vois le genre? Oui, je vois parfaitement, Émilie, mais j'ai pas envie de plaisanter. Désolé. Écoute, je sais que t'as plus les pieds sur terre, et justement tu vas devoir les avoir rapidement, et pas plus tard que demain. Tu as entendu mon coup de téléphone? Bah oui, hein, volontairement. Oh, je te le reproche pas. Les ennuis ne font que commencer, hein, cousin. Ouais, j'ai hâte que ça s'achève. Mais alors quand? Mais tu peux le savoir. En avoir une idée. Comment? D'avoir un voyant. Oh, Émilie, tu me vois, moi, le cartésien jusqu'au bout des doigts, mettre les pieds chez un de ces charlatans. Pourquoi pas chez Madame Irma, lisant dans sa boule de cristal? Mais non, il y a des gens très valables. Valables, valables. Valables en quoi? En supercherie? Bon, c'est ridicule. Écoute, si tu le désires, je te donne le nom d'un voyant en qui j'ai toute confiance, et je suis même prête à te payer la consultation, au cas où tu aurais l'impression de gaspiller ton argent. Tu as toujours été d'accord pour tester, essayer, goûter, afin de découvrir et de savoir. Qui me dit que tu vas pas lui téléphoner pour lui narrer ma petite enfance? Bah ça je pourrais, ouais. Ça consisterait en une superbe couillonnade, n'est-ce pas, hein? Seulement il pourrait quand même te sortir quelque chose de personnel. Un fait entre toi et Christine, ou un événement professionnel, connu de toi seul. J'ai 23 ans et nous nous sommes vus lorsque j'en avais 10 de moins. Entre-temps, j'ai eu très peu de nouvelles. Bon, peu importe, j'ai pas le temps de rencontrer cette personne pour écouter des nébulosités banales et ressasser à chaque client en lui posant mille et une questions. J'ai déjà entendu parler de leur méthode. Ça s'apparente plus à la psychologie, à l'art d'accoucher les désirs des uns et des autres, qu'à une hypothétique divination. Quand il ne s'agit pas de lecture dans les pensées. Alors là, c'est le grand guignol. Le type en face, crédule, est tellement ébahi par les révélations sur son passé et son présent, révélations qui n'en sont pas, puisqu'il sait déjà, qu'il est prêt à croire avaler toutes les sornettes que le mage lui débitera. Le consultant était déjà accablé dans le passé, cela ne coûte rien de lui annoncer quelques catastrophes supplémentaires pour le futur, en lui demandant de garder le sourire, parce que franchement, le cancer se soigne très bien de nos jours, même si vous êtes en phase terminale. Vous allez avoir un accident à cause d'une nouvelle défaillance d'un satellite de pilotage, oubliant de vous faire prendre un visage. Vous n'avez pas de véhicule personnel, c'est pas grave, juste oublié de vous dire que vous alliez en acquérir un, et l'accident surviendra ensuite. Ah bon, docteur, et si je refuse d'en acheter un? Ah, désolé, c'est marqué dans les étoiles. C'est le destin, on n'y échappe pas. Dur. Je te parle pas du gars qui garde son véhicule électrique grand luxe sur le parking sous le nez du voyant. Pas besoin d'être extra lucide pour deviner qu'il est plein aux as. Alors à partir de là, rien n'est plus simple. Monsieur, vous allez avoir un nouveau modèle de voiture, avec autorisation d'un programme sportif par transmission directe. Dans votre travail, vous êtes bien électricien, n'est-ce pas? Vous allez avoir de nouveaux clients. Et il y a évidemment une chance sur deux pour qu'il soit électricien ou plombier, puisqu'il est plein de fric. Mais s'il se trompe, il pourra toujours se rattraper en disant que le consultant va sûrement faire équipe avec un électricien. Enfin bref, il s'adapte, il invente, et il s'en sort honorablement. Ah bah dis donc, quel réquisitoire! T'as déjà eu une expérience avec un voyant, un truc du genre décrit par tes bons soins? Non. Alors va voir Angelo Guettari, rue Ambroise-Paré à Brassignac. Il prend 50 €. Tu y vas, et tu vois. Tu jugeras après. Je verrai. Tu me raccompagnes? D'accord, Émilie. Et confiance, lui avait-elle répété à plusieurs reprises. Toujours des mots encourageants au moment où c'était le plus nécessaire. Cela avait toujours été sa spécialité. Elle était vraiment charmante. Lorsqu'il l'avait laissée à la porte de son appartement, il avait eu quelques regrets de ne pas lui avoir demandé de rester, afin de lui remettre un peu de baume au cœur. L'appartement était quasiment vide. Presque plus de meubles. Les murs eux-mêmes étaient dépouillés de leurs tableaux de peintres en vogue, le jour de l'enterrement de ses parents. Elle avait réussi à trouver des déménageurs un dimanche. Le spacieux 4 pièces duplex, meublé de chênes et d'ormes, était aussi nu qu'un bushman du Botswana. Elle avait eu la bonté de lui laisser le réfrigérateur, la cuisinière, ainsi qu'un matelas dans la chambre. Ses vêtements avaient été jetés à même le sol. Il ferma les yeux et serra les poings. Les lieux lumineux, d'ordinaire ensoleillés, se transformèrent soudain. Une autre image s'imposa à lui. Une lourde porte en chêne massif, agrémentée de quelques sculptures, s'ouvrit devant lui. Il ne parvenait pas à distinguer l'intérieur. Un homme âgé, rondouillard et courbé le précédait en se traînant,
handicapé par le poids des ans. Le hall s'éclaira. Un hall triste, poussiéreux, terne, qui mesurait 30 mètres carrés au bas mot et s'ouvrait sur un escalier de pierre blanche. Il tourna la tête sur le côté droit. Il y avait d'autres pièces. Il avançait lentement. Un coup d'œil à gauche et à droite lui laissa supposer que les salles affichaient une taille respectable, plusieurs dizaines de mètres carrés. De nombreuses poutres de teinte foncée traversaient les plafonds de salles n'ayant pas reçu une once de lumière solaire ou artificielle depuis des lustres. D'ailleurs, devant l'escalier, il y avait un lustre particulier, comme ceux qu'on trouvait dans des tavernes des films de cap et d'épée, une roue de carrosse suspendue par des chaînes au plafond. La vision s'interrompit lorsque la sonnerie du téléphone retentit. Un frisson l'envahit. Une mauvaise nouvelle l'attendait, il en était sûr. « Christian Prieur, dit-il en décrochant l'appareil, avant que le répondeur ne se déclenche. « C'est Christine. »« Ah, voilà la mauvaise nouvelle. Il s'agissait de sa future ex-femme. »« Je voulais simplement te rassurer, tu n'as pas été victime d'un cambriolage. »« Non ? Vraiment ? Ceci est une œuvre, je reconnais ta signature. Oh, comme tu risques de connaître de sérieuses difficultés financières sous peu, j'assure la sauvegarde des meubles. Par ta faute, nous risquons de tout perdre. Ta situation personnelle précipite donc le divorce, et je ne te laisserai pas te servir de notre mobilier pour payer tes dettes et les amendes qui en découlent. C'est tout ce que tu as à me dire? N'oublie pas d'être à la conciliation demain matin. La conciliation? Quelle mascarade! Désolé, je n'ai pas choisi le nom de cette procédure. Il va de soi que tu n'auras pas un mot à dire et que je dicterai mes désirs. Tu as tous les torts. Tous les torts? Ah, j'oubliais la nouvelle loi. Divorce à 100% des torts pour le conjoint passible d'une liquidation personnelle. Que de lois merveilleuses. Le gouvernement en faisait voter une centaine par jour, mettant considérablement à mal les avocats. Impossible pour eux de digérer une telle quantité de textes. À présent, ils se contentaient d'entrer les données dans de gigantesques systèmes experts, les seuls programmes capables de juger. Les avocats se transformaient en simples pupitreurs, et les juges entérinaient les résultats rendus par les machines. Très rapide. Le budget du ministère de la Justice avait considérablement diminué, juges et avocats étant presque tous devenus moins que des clochards. À demain, pensa-t-il simplement. Tiens, au fait, elle lui avait laissé le téléphone. Quelle charmante et délicate attention. Évidemment, étant marié sous le régime de la communauté de biens, il devrait se séparer de cet appartement contre espèces sonnantes et trébuchantes, et partager le produit de la vente. Cela suffirait-il à couvrir les dettes et les amendes? L'appartement n'était pas vendu, et s'il se vendait, ça ne serait pas forcément à un bon prix. Depuis la crise, le marché de l'immobilier souffrait. L'immeuble n'était pas dégradé, et les parties communes étaient bien entretenues. Il fallait tenter le coup avec un professionnel du bâtiment. Bon, qu'est-ce qui reste dans le frigo? Les aliments brillaient par leur absence. Une barquette de carottes frappées affichait une date de péremption passée de quelques jours. Il restait un peu de confiture sur une tartine figée à ultra haute température. Non, rien de consistant ne pourrait passer. Il s'assit au milieu du living room, seul, en tailleur, grignotant. Le soleil tombait derrière la ligne d'horizon, ancrant le ciel de couleur rouge et violette. Le couvre-feu entrait en vigueur à cet instant précis. Il avait encore été victime de ces drôles d'images venues s'incruster dans son champ de vision, comme au début de cette pratique à la télévision. De quoi s'agissait-il? De délirium? Non, il n'avait jamais goûté aux alcools frelatés et les alcools officiels étaient hors de portée de sa bourse. Une maladie mentale alors. Ou alors on lui avait implanté à son insu une puce psychoélectronique, un bidule lui permettant de recevoir des prises de vue d'une chaîne. Mais quelle chaîne? Quand lui avait-on implanté ce machin? Il tâta toute la surface de son crâne, palpa et vérifia. Rien. Restait l'hypothèse d'une maladie relevant de la psychiatrie, et une nouveauté non détectée dans son code génétique au contrôle dental. Quelle anomalie avait pu échapper à la vigilance des médecins? À moins qu'une mutation de la séquence dédiée aux terminaisons nerveuses ou une accumulation sanguine cervicale, due à un excès d'électrostatique, soit une explication plus rationnelle. Cependant, il n'oubliait pas l'épisode du téléphone. Il y avait bien un message. Dans sa folie, il avait vu un fait tenant debout. Un pur hasard. Toutes les autres images étaient sans queue ni tête,
Il avait imaginé la mort de ses parents. Il avait imaginé une nouvelle maison, à son goût, ou pas d'ailleurs. Juste un style différent, afin de rompre avec un passé qu'il désirait enterrer. Et les visions d'Apocalypse. Bon, plongé dans les ennuis jusqu'au cou, il était vraiment normal d'imaginer le pire, histoire de ne pas être le seul à souffrir. Donc jusque-là, rien d'inquiétant. Dans ce cas, pourquoi devrait-il, suivant les indications d'Emily, interpréter ses visions en supposant qu'elles contiennent des informations? Non, c'était ridicule. Il s'allongea sur le matelas après avoir rangé ses effets personnels dans un placard mural. Il desserra sa cravate, défit les 2 premiers boutons de sa chemise bleue. Il ferma les yeux. Les visions apocalyptiques l'assaillirent sans pitié. Lundi 27 décembre, 9 heures. La grêle martelait le titane et le carbone de sa voiture. Une averse était rare en décembre. Une averse était rare tout simplement, car les fronts froids boudaient la France depuis quelques années. Le système de balayage du pare-brise, perfectionné, était incapable de stopper la glace projetée avec violence sur le verre. Cette soudaine et brutale intempérie brouillait les transmissions des satellites. Dans ce cas, le radar embarqué se mettait en fonction et le pilotage devenait semi-automatique. Christian redoubla donc de vigilance et consulta sa carte électronique pour trouver le lieu du rendez-vous. Par chance, les balises installées sur les boulevards et autres avenues fonctionnaient à merveille. Il recevait le signal du boulevard Joffre. Parfait. À hauteur du numéro 36, il s'engouffra dans un parking souterrain. L'immeuble bâti au XIXe siècle était en pierre de taille, des fondations jusqu'au sommet. Le parking, creusé bien plus tard, vers la fin du XXe siècle, était bien entendu entièrement fait de béton. Ce qui n'empêchait pas que cet immeuble grand luxe constituait l'abri des plus riches oiseaux et oiselles de la ville. Le sous-sol était plongé dans l'obscurité. L'éclairage ne s'était pas déclenché lors de son entrée. 8h30. Trop tôt. Vraiment trop tôt. Il avait passé une nuit effroyable, peuplée de chimères et de fantômes peu appétissants. Une de ces nuits où l'on souhaitait voir le rêve et les cauchemars s'achever au plus tôt. À 5 heures du matin, dans l'obscurité, il s'était éveillé en sueur, tremblant, secoué par des visions hallucinantes. Des voix, des hurlements, des enfants, des femmes, un amalgame confus, tonitruant. C'était complètement idiot. À quoi rimaient ces lettres et ces chiffres qui défilaient sans cesse? À présent, il faisait de bien curieux rêves. Certes, le propre d'un rêve était de paraître cocasse, anormal, délirant. Mais tout en étant curieux, loufoque, il semblait suivre une certaine logique, une chronologie. Le malheur et le désarroi allaient en croissant. Les destructions massives se superposaient sur le pare-brise de sa voiture, alors que le contact était coupé. Comment était-ce possible? Il se croyait dans l'un de ces antiques drive-in emplis de cabriolets et de coupés américains aux formes acérées et interminables, lieu aux 1000 baisers au senteur de pop-corn. En pleine séance de cinéma, film version catastrophe série Z. Invariablement, tout ceci s'achevait par une kyrielle de chiffres et de lettres suivies, en dernier lieu, d'une lumière aveuglante l'empêchant d'en voir plus. Pourquoi donc? Y avait-il des différences entre chaque phénomène? En se posant cette simple question, il se rendit compte qu'il pouvait répondre par l'affirmative. La ville, vue en dessous, à chaque fois, révélait peu à peu ses secrets. Des formes particulières et familières, mais éventrées, des amas de métal et de verre fumé, les ailes brisées d'un moulin orné d'ampoules électriques, un fleuve charriant une cargaison de cadavres. « Paris » s'exclama-t-il soudain. Il se réveilla brusquement. 8h55. Plus de 20 minutes hors du temps et de la réalité. Les ailes du moulin. Rouges. Ce sont les ailes du moulin rouge. Des ailes brûlées. Pourquoi la capitale connaissait-elle un sinistre sort? Concrétisait-il un fantasme d'adolescent attardé, rêvant de moins d'urbanisme et de plus de verbe vallée? Il s'arracha de son siège moelleux. Il claqua la porte machinalement, ignorant que le système pneumatique amortirait son geste et verrouillerait la portière en douceur. Il posa ses mains sur le toit. La tête se pencha lentement en avant.
sa nuque ayant du mal à la soutenir. Il vit un homme auprès de sa femme, un homme âgé d'une soixantaine d'années, aux tempes argentées. 2 bagues en or ornaient ses doigts boudinés, signe extérieur de richesse. Il arborait un costume noir ou bleu marine. Christine était près de cet homme, main dans la main. Ils étaient complices et amants. Oh, un amant? Oh, pourquoi pas, ça expliquerait bien des choses. À tâtons, il chercha l'interrupteur. Son doigt rencontra le bouton d'appel de l'ascenseur. Les ponts s'écartèrent. Il entra. Lorsque la secrétaire l'avait introduit dans le bureau teinté de chêne, chargé d'une lourde odeur de Havane, il avait cherché et vu immédiatement un siège avant de s'effondrer. Les inquiétants grincements du fauteuil capitonné avaient attesté de la sincérité du choc. Sa femme était présente. Son regard aussi acéré qu'un scalpel, ses dents très certainement aiguisées, et ses arguments promettaient d'être affûtés. Elle était avide de pouvoir le plumer autant qu'elle le pourrait. Et cela, il en était persuadé depuis qu'il avait mis les pieds dans le bureau. L'avocat, cet homme de loi inconnu, intègre, normalement impartial, n'était malheureusement pas un inconnu à ses yeux. Il le connaissait depuis une vingtaine de minutes, depuis cette vision absurde. Pas si absurde que cela, en vérité. L'avocat avait bien une soixantaine d'années, quelques cheveux blancs, et ses doigts étaient dorés. Aucun doute, le visage était le même. Mais alors sa vision était réelle? Ou s'agissait-il de pure hallucination? Franchement, il aurait préféré que seule cette vision soit le reflet du futur, parce que les destructions massives rasant Paris, la ville lumière, il ne les souhaitait pas futures. Monsieur Prieur, vous êtes avec nous? Oui, pourquoi? Un instant, j'ai cru que vous rêviez. Bien, nous allons juger votre divorce par téléjugement rapide. Étant donné votre situation professionnelle, cela va être facile. Nous avons fait procéder à une saisie conservatoire de votre mobilier afin d'empêcher, comment dire, toute tentative de vendre pour régler vos dettes. Seul votre appartement doit être lâché contre espèces sonnantes et trébuchantes. J'ai bien droit à une part du mobilier, non? Vu votre situation, monsieur, je vous déconseille de compliquer la procédure. Acceptez l'argent, le jugement et le reste. Le reste? Un chèque afin de subvenir à vos besoins. Votre épouse est prête à vous accorder 35 000 € d'acompte sur la vente de l'appartement. J'aimerais bien savoir comment elle a fait pour disposer d'une pareille somme. Des économies, monsieur, des économies. Mais là n'est pas la question. Voici le chèque. Vous êtes assuré de cette somme minimale, quel que soit le montant de la vente. Et elle vous laisse votre véhicule, qui cote officiellement 12 000 €. Alors, je ne crois pas un seul instant à cette histoire d'économie. Des économies. Tu n'as vraiment rien trouvé d'autre, Christine? Quel manque flagrant d'imagination. Allons, c'est si difficile d'avouer que cet argent vient de monsieur, et que c'est lui qui va récupérer un bien immobilier d'un peu plus de 200 000 € par le biais d'une vente bidon où le 4 pièces sera évalué comme par hasard à 60 000 €. Oh, monsieur, vous affirmez, vous n'avez pas la moindre preuve. Ah, hélas, ouais, j'ai pas la moindre preuve. Très difficile d'ailleurs. Je n'ai que mes intimes convictions. Eh bien, dans ce cas, je vous prie d'oublier toutes ces allusions. Ok. Que faites-vous? Je prends mon chèque et je vous tire ma révérence. Mais il faut votre signature. Nous devons la télécharger pour le jugement. Tenez, dit Christian en griffonnant sur une feuille blanche. Vous ne restez pas? Oh non. Je me précipite dans une banque pour transférer le montant du chèque électronique. Juste au cas où vous feriez opposition. Mais vous m'insultez, monsieur. Quand je dis vous, je veux dire vous deux, bien entendu. Je vous mets dans le même sac. Un dernier regard vers Christine, désormais son ex-femme? Non, elle n'en valait même pas la peine. Cela lui donnerait davantage de cauchemars. À éviter en ce moment, afin de ne pas aggraver ses visions. En sortant du parking souterrain, il établit une communication avec la banque du crédit, choisie au hasard sur la liste affichée par son ordinateur de bord. À l'aide de la voix, il ouvrit un compte anonyme. Plus besoin d'aller en Suisse pour le faire. Évidemment, les rémunérations étaient inexistantes pour ce type de compte. Seuls les comptes légaux faisaient fructifier l'argent, à hauteur de 6%.
Aucune importance. Il disposait de 30 000 euros intouchables. Moutus et bouche cousue sur cette affaire face au banquier de sa société moribonde. Lundi 27 décembre, 13h30. Christian détestait cette salle grise à la moquette Bordeaux. Et que dire du mobilier? Une table en verre, des chaises métalliques aux structures et aux formes torturées par un néo-nazi ou un néo-designer, quelques cadres au style franchement naïf, masquant les murs couleur Bretagne les jours de marée noire. Le summum du mauvais goût. Il éprouvait toujours une drôle d'impression en pénétrant dans cette salle de réunion. Une sensation de malaise, d'étouffement. Un phénomène sûrement psychologique, parce que, à chaque fois, on ne lui annonçait que des mauvaises nouvelles. Évidemment logique. Cela n'avait rien, strictement rien à voir avec de supposées ondes négatives ou maléfiques. Les actionnaires trônaient autour de la table rectangulaire. Les lieux ressemblaient à une arène, suscitaient la même ambiance ressentie par un chrétien jeté en pâture au lion. Une belle brochette de juges, matinée de voleurs, qui, bilan accablant en main, allaient le passer à la moulinette, le massacrer, grâce aux tranchants de leurs analyses pertinentes. Le grand jeu, quoi. Allait-il prendre cette chaise tirée, s'asseoir et les écouter? Le sermon, la sentence, la punition risquaient de ne pas excéder 5 minutes. Tant mieux, cela éviterait de gâcher le déjeuner et de lui faire regretter le petit déjeuner. Il dévisagea une à une les tronches scotchées sur leur siège. Madame Tanger, richissime rombière acariate, habillée comme une clocharde malgré quelques dizaines de millions d'euros sur son compte. La pingrerie magnifiée. Véronique Cascac, une jeune oiselle spécialiste des coups en bourse. Cette fois-ci, elle y laisserait quelques plumes. Première erreur de jugement. Sûrement pas la dernière, étant donné la conjoncture économique. Il ferait mieux de fonder une nouvelle compagnie de réparation. Ce serait plus lucratif. Le téléphone. Son portable. Où était-il? Dans la mallette. Il l'ouvrit. Et l'appareil se mit instantanément à sonner. Encore une prévision. À quoi servait le bip? Il s'isola dans un angle de la pièce. Allô? Christian? Oui. C'est Catherine, je suis au bureau. On a une commande qui vient de tomber. Une commande? Oui, j'ai pensé que ça pourrait vous aider en la circonstance. C'est le groupe Janssen. Il y en a pour 2 millions. 2 millions? Génial! Envoyez le bon de commande sur mon fax. C'est parti. Bien, bien, je vois. C'est parfait, merci, Catherine. Le précieux document sortit lentement de son inséparable attaché-case. Christian le détacha du rouleau. Il le déchiffra rapidement. Chose curieuse, lorsque ses doigts effleurèrent le nom Janssen, il eut de nouvelles visions. Un paysage terne, au ciel gris et bas. Il n'y avait rien. Absolument rien. On aurait dit les plaines de la Beauce un dimanche de mars, les champs remplis de jeunes pousses vertes à perte de vue. Son regard exécuta un panoramique à 360 degrés. À mi-chemin, il s'immobilisa. Il se situait dans un cimetière, les pieds traînant sur le gravier d'une allée bordée de cyprès. Une tombe fraîchement creusée lui faisait face. La pierre tombale était déjà en place, gravée du nom de Janssen. Une voix le rappela à l'ordre. C'était le banquier. Christian s'écroula à nouveau sur son siège, terrassé par sa vision. Inutile d'avoir fait de hautes études pour connaître la signification de cette image symbolique. Vittorio Contini, le banquier, prit la parole. Messieurs, mesdames, la situation de Monsieur Prière n'est pas des plus brillantes. Un déficit illégal, des remboursements d'emprunts de plus en plus tardifs et délicats, une baisse significative du chiffre d'affaires, des licenciements économiques. Une bien mauvaise pente, en vérité, et, d'après mes renseignements, votre situation personnelle n'est pas brillante. Vous donnez dans l'illégalité, monsieur Contini, rétorqua Christian. Cette situation a moins d'1 heure d'existence. Seules des indiscrétions illicites ont pu vous permettre de savoir. Des indiscrétions devant témoins. Devant des témoins? Vous en voyez ici? Il n'y a pas de témoins. Aucun. Oh, parfait, belle démonstration. Et un bon de commande de chez Janssen? Un bon de commande de chez Janssen? Oui. De quand date-t-il? Christian vérifia l'heure d'arrivée du papier sur le fax de l'agence. Le document qui s'ouvrait son agence avait été envoyé automatiquement à 23 heures la veille, heure des tarifs avantageux. Il le détailla rapidement,
cherchant à savoir si le sésame pour la rédemption financière ne comportait pas quelques vices cachés. Dans l'affirmative, Véronique Cascac, la juriste, trouverait les clauses litigieuses et lui jetterait son contrat à la figure. Il est parvenu cette nuit, avoua Christian. Cela pose un problème? Janssen ne nous a jamais fait faux bond, je vous assure. Il faut un commencement à tout. C'est un groupe solide, un client très sérieux. C'était. Mademoiselle Cascac, auriez-vous l'amabilité de nous conter la saga du groupe Janssen? Bien entendu, lâcha-t-elle avec un sourire carnassier. Ce genre de fille était armée de dents si longues qu'elle aurait pu ouvrir un tunnel ridiculisant celui de la Manche. Elle s'empressa de commencer. Le groupe Janssen est un géant de l'électronique et de l'avionique néerlandaise. Il emploie à peu près 12 000 personnes, ce qui est remarquable. L'année dernière, il a réalisé un chiffre d'affaires de 56 milliards de dollars, ce qui, ramené aux chiffres par employé, en fait l'une des entreprises les plus rentables au monde. Mais en début d'année, il y a eu des vagues d'accidents de radar. Leur modèle B-27, qui équipe la majeure partie des Boeing 957, présentait des défauts de calage de l'altimétrie. Défauts qu'ils ont corrigés rapidement, fit remarquer Christian à juste titre. Défaut qui a engendré 12 catastrophes aériennes en 5 semaines. Scientifiquement prouvé. Défaut qui a fait de l'année écoulée l'année la plus meurtrière de toute l'histoire de l'aéronautique. Janssen est responsable de ces catastrophes. Ok, ils ont produit une sous-merde de radar, il y a eu des morts, et ils ont tenté d'indemniser les familles des victimes. Ce ne remplacera pas les êtres chers disparus et je sais de quoi je parle. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'ils ont tenu à faire des excuses publiques, qu'ils ont reconnu leurs fautes, qu'ils ont loué d'autres appareils pour remplacer ceux en révision. Ils ont payé et payent encore pour leurs erreurs passées. Eh bien, ils payent davantage que vous ne le pensez, monsieur Prieur. Ils n'ont pas enregistré la moindre commande depuis le début du semestre. Leur activité électronique n'est pas touchée, parce qu'ils distribuent leurs produits sous des marques inconnues. Seulement ce n'est pas suffisant. Janssen n'a fait que 9 milliards de dollars cette année. Ils sont morts. Votre bon de commande vous coûtera de l'argent si vous l'honorez. C'est fini. Janssen n'existe plus et vous non plus. Cette pain-bêche hautaine connaissait son sujet sur le bout des doigts. D'accord, Janssen n'appartenait plus à ce monde économique. Il ne serait pas le sauveur de son agence adorée. Qu'est-ce que ça pouvait faire? Quelle importance toute cette affaire avait-elle? Il avait tout perdu, tout perdu. Finalement, ce qui le chagrinait le plus, c'était le licenciement économique de ses derniers collaborateurs. Surtout Catherine et Thierry, les deux premiers à s'être embarqués dans l'aventure 8 années plus tôt. Ils avaient fait preuve d'une fidélité et d'une foi en leur patron exemplaire. Et à présent, c'était à lui de frapper sans pitié leur lettre de remerciement pour bons et loyaux services, avec la certitude de les clouer au pilori du chômage pour une longue période. Il se dégoûtait d'être le bourreau, après avoir été le bienfaiteur. Seulement c'était le principe de l'économie. Sans client, pas de vente, pas d'argent. Avec client non solvable, vente dangereuse, perte d'argent assurée. Il avait suffi de compter quelques mésaventures, de très grosses factures impayées, d'erreurs de jugement sur la santé financière de clients, pour ramener rapidement une entreprise florissante à la débandade. Madame Ranchet, illustre milliardaire, s'était tue jusque-là. Elle se leva, et du haut de ses 150 centimètres, elle obtint aussitôt un silence d'or. Normal, vu sa fortune. Monsieur Prieur, au regard des événements actuels, de la santé financière du pub irlandais, votre agence, et d'une situation personnelle inapte à pallier vos déboires professionnels, je me vois dans l'obligation de vous retirer ma confiance. Elle se laissa choir sur sa chaise, qui émit un grincement annonciateur d'une mort prochaine. La sentence venait de tomber. Elle le lâchait. Si elle le faisait, tous les autres l'imiteraient. Ils pissaient tous dans leurs culottes à l'idée de se la mettre à dos. Cette vieille chouette, pleine aux as, pratiquait un autre genre de terrorisme que celui exercé par les intégristes religieux de tout poil. Sa fortune, dépassant de loin le produit intérieur brut d'un grand nombre de pays du tiers-monde, lui permettait d'exiger tout et n'importe quoi, et de jouer au chantage, comme on joue au chat et à la souris lorsqu'on est gamin. Elle personnifiait le pouvoir magnifié des nouveaux riches, n'étant même pas issus d'une longue lignée aristocratique. Ses parents avaient amassé des richesses colossales,
et les avaient transmises à leurs filles, dans le but de les faire fructifier et non d'en profiter, ou d'en faire profiter. Le culte de l'argent. Christian n'eut aucun mal à comprendre l'enchaînement logique des étapes qui suivirent. Monsieur prieur, nous vous retirons notre confiance, poursuivit Contigny, suivant le mot d'ordre de la femme la plus riche de France. Nous allons procéder à votre déchéance économique et à la liquidation judiciaire de votre agence. Mademoiselle Castac? Oui, je m'y mets, commenta l'intéressé. Elle tapa ses ordres sur le clavier d'un ordinateur à la vitesse de l'éclair, comme si chaque seconde comptait, comme si sa vie économique était en jeu. C'était le cas. Plus le temps passait, plus elle créerait le risque d'aggraver une situation déjà peu brillante. Christian demeura debout pendant tout le temps des opérations. Il était KO. Il s'y attendait depuis plusieurs semaines. Cependant, il avait naïvement espéré qu'un miracle s'accomplirait et qu'au dernier instant il serait sauvé. Autour de lui, le personnel bancaire, commercial, juridique, convoqué à l'avance, ce qui prouvait bien que son destin était scellé en entrant dans le bureau, tout le monde s'affairait, à charge, pour certains, de recenser tous les actifs du pub irlandais, à d'autres, d'accomplir les démarches administratives visant à rayer son agence des organismes étatiques, tribunal de commerce, SIRET, APE, URSSAF, de purger les centaines de bases informatiques où le nom de l'agence était mentionné, tout ceci afin de libérer les noms déposés, à d'autres encore de solder tous les comptes ouverts chez des fournisseurs. La ruche s'animait. Christian demeurait presque hermétique à l'agitation ambiante. Il avait encore vu ou interprété la mort du groupe Janssen dans ce cimetière presque à l'abandon. Il croyait avoir vu, enfin, il n'était plus sûr. Tout se bousculait dans son esprit. Il s'assit sur le bord d'une fenêtre, la face contre le verre glacé par les frimas de l'hiver, et ferma les yeux. Il les rouvrit. L'immeuble ocre bâti en face de la banque abritait un complexe scolaire. Christian ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de personnes à l'intérieur, puisqu'aujourd'hui, lundi 27 décembre, nous nous trouvions au cœur des vacances scolaires. Quelques adultes et des ribambelles de gosses, âgés de 3 à 10 ans, traînaient dans les couloirs. Répétait-il un spectacle de fin d'année? Préparait-il une sortie particulière, une sorte de kermesse, destinée à animer le quartier et à récolter des offrandes nécessaires à leur établissement? Christian brûlait d'envie de sortir et d'aller dans le bâtiment, de poser la question à la première personne venue. Hélas, il devait se tenir à disposition, au cas où. Tout à coup, l'immeuble voisin explosa dans un bruit effroyable. Une boule de feu avait frappé, et le béton avait éclaté comme une tomate trop mûre jetée contre les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Instinctivement, il se jeta à terre pour se protéger. Les gravats, brusquement montés haut dans le ciel, retombaient au hasard sur les voitures, les habitations, les personnes insouciantes. Au souffle mortel de l'explosion s'ajoutait maintenant le danger des projectiles meurtriers, tombant en pluie. Le jeu de massacre se poursuivait dans l'indifférence totale, les passants étant souvent transformés en vulgaires quilles. Il releva la tête après la fin du tumulte. Dans la pièce, tous le regardaient comme une bête curieuse. Ils avaient suspendu leurs tâches pour se tourner vers lui, dans sa direction. Il comprit rapidement, lorsqu'il découvrit l'immeuble voisin toujours en place, parfaitement intact. Vous vous sentez bien, monsieur Prieur demanda Contigny. Oui, murmura l'intéressé, se redressant avec peine, comme s'il avait véritablement encaissé l'intensité de la catastrophe. Eh bien, c'est bien. Nous avons tous les éléments financiers de votre dossier. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Christian eut presque honte. Une nouvelle vision l'avait entraîné dans un monde irréel. Les autres le dévisageaient comme s'il visitait un zoo. Il devait l'imaginer complètement dingue, et comprenait pourquoi sa société était acculée à la faillite. Il obéit avec docilité, et s'adossa à un fauteuil de cuir noir. Contigny introduisit le disque fourni par mademoiselle Cascac dans un ordinateur équipé d'un logiciel d'expertise comptable et judiciaire. La machine mit peu de temps pour rendre son verdict. « Vous avez de la chance, monsieur Prieur. »« Ah bon ?» s'étonna le futur ex-patron, pourtant persuadé d'avoir lu ou entendu un horoscope désastreux pour la journée. « La vente, le morcellement de votre société, avec tout ce qu'elle contient en matériel, logiciel, bureau et autres mobiliers, eh bien, éponge vos déficits. Il va vous rester environ 80 000 € après tous les règlements.
Vous aviez eu une idée judicieuse en devenant propriétaire de vos murs dans un quartier assez recherché, parce qu'encore assez conservé, pas trop détruit par les attentats. Ça vous sauve la tête. Que comptez-vous faire de cet argent? Eh ben, offrir une minuscule prime de licenciement à mes derniers employés. Mes 5 derniers employés. Bien! Il vaut mieux que cet argent leur serve plutôt que vous le gaspiller à tenter une nouvelle activité. Monsieur Prieur, il reste un dernier détail qui a une importance non négligeable. Vous devinez lequel? Oui, ils savaient parfaitement quel serait le prochain sujet de Contigny. Ils retenaient tous leur souffle. Christian respirait normalement, avec calme. La condamnation pour déficit était passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller, dans les affaires des plus gros déficits, jusqu'à 10 ans. 10 années de tôle. Lui, au pire, il risquait 3 ou 4 mois. Étant donné le niveau de surpopulation carcérale régnant depuis des lustres, ce serait bien le diable s'il était condamné. Les terroristes, les tueurs, les violeurs, avaient la priorité sur les patrons maladroits, malveillants, malheureux avec la conjoncture. Mais quand même, dans quel monde vivait-il pour en être parvenu à ce point absolu de bureaucratie, de légiférocratie? Tout était réglementé, taxé, surveillé. Bientôt, l'État manquerait de place informatique, de personnel, de temps pour traduire tout son travail législatif. La bureaucratie étouffait la démocratie à vouloir tout discuter et tout mettre en texte de loi. La réponse de Contigny vint mettre un terme au suspense. Christian était libre de partir. Il n'irait pas purger de peine par faute de place avant quelques décennies. Cette absolution représentait le signe qu'il attendait pour quitter ces lieux, qu'il ne souhaitait plus jamais revoir. Alors qu'il se dirigeait vers la porte à double battant, Contigny le rappela assez sèchement. « Monsieur Prieur !»« Oui. Si vous ne tenez pas à voir la prime de licenciement de vos collègues amputée de 3 000 €, vous seriez assez aimable de laisser votre mallette informatique sur la table. » « Ah. Oui, elle est comptabilisée dans les actifs de votre société. Ce n'est pas un effet personnel. » « Bien, » fit Christian en exécutant l'ordre. Après tout, se dit-il, qu'il ne tente rien à rien. Il avait pensé qu'ils oublieraient peut-être ce détail. Hélas, vu l'importance des sommes dues, un matériel d'occasion, récent, performant, d'une valeur estimée à 3 000 €, était tout sauf un détail. Il ne lui restait plus grand-chose à présent. Sa voiture lui appartenait encore, elle l'appartement plus pour longtemps. En faisant le bilan, décidément c'était le jour, ses actifs affichaient la silhouette d'un anorexique, pas bien épais. Cela lui donnait-il une raison de désespérer? Après tout, il lui restait la santé. Quoique, ces hallucinations à répétition s'accompagnaient de perte de conscience de la réalité et de la portée de ses gestes. Il s'était jeté à terre tout à l'heure, croyant avoir affaire à une véritable explosion. Alors non seulement il ne maîtrisait plus ses pensées, mais pire, il ne maîtrisait plus son corps. Si ça continuait ainsi, il serait bientôt mûr pour l'asile. S'absentant une nouvelle fois, il n'entendit pas les sarcasmes des membres du conseil à sa sortie. Lorsqu'il fut dehors, seul l'air frais de l'hiver parvint à l'extirper de sa torpeur. Pourtant, plus il prenait de coups dans la figure, moins il réagissait sans toutefois s'enfoncer davantage. Il paraissait avoir atteint un niveau d'insensibilisation tel que plus rien ne pouvait engendrer de réaction négative. Il inspira une nouvelle bouffée d'oxygène, encore assez pure, grâce au vent soufflant régulièrement depuis quelques heures. Ses paupières s'abaissèrent et les images surgirent sans le ménager. Des hommes vidaient les pièces. Il reconnut les lieux. Il ouvrit les yeux. Inutile de s'infliger davantage de visions. Cela arriverait forcément, fatalement, inexorablement. Cela n'avait rien d'une prémonition. Il prit place à bord de son véhicule et lui ordonna de s'éloigner aussi vite que le programme de conduite l'autorisait. Lundi 27 décembre, 15 heures. Comment leur dire? Comment commencer ce qui va être la fin d'une belle aventure de quelques années, la fin d'un voyage accompli sur le même bateau, la fin des joies et des frissons, des journées et des nuits interminables à chercher, à creuser, à imaginer, à créer, à faire, à défaire,
à refaire 1000 fois, jusqu'à atteindre la perfection, si tant est qu'elle ait existé un jour. Tellement de vie dans ces lieux, tellement de naissance, et maintenant la mort. Pas la mort d'un projet, comme cela arrivait parfois, non, la mort tout court. Ajoutez à cela le spectre du chômage, la mort, la faim. Il se tenait en haut de l'escalier, au premier étage, porte de gauche. Parfois il sonnait, faisant mine d'avoir oublié ses clés, juste pour avoir le plaisir d'être accueilli, qu'on lui ouvre la porte. C'était son seul plaisir de patron, plaisir qui n'abusait que lorsqu'il était certain que Catherine n'était pas surchargée de travail. Il n'avait bien entendu pas le cœur à sonner aujourd'hui. D'ailleurs, il n'avait pas le cœur à entrer. Il détaillait la plaque dorée aux inscriptions noires, cette plaque dont il était si fier, et qu'il avait inaugurée à grands coups de champagne un soir d'été. Ce souvenir demeurait si vivant, si proche, intact, plus que son divorce, parce que son ex-femme ne l'avait jamais apprécié à sa juste valeur, parce qu'elle ne s'était jamais mise en quatre pour lui, alors que ses employés, eux, ils avaient tout sacrifié pour lui donner le meilleur d'eux-mêmes, pour le suivre aveuglément, et il les avait conduits dans l'impasse. Il poussa la porte après avoir profondément et longuement inspiré, espérant insuffler du courage à sa carcasse par ce geste issu d'antiques cours de yoga. L'accueil fut loin d'être triomphal. Il lut instantanément dans les regards de l'interrogation, de la compassion et de la résignation. Catherine voulut jouer une note optimiste. Alors, ils ont accepté la commande de Janssen? Il n'eut pas la force d'articuler une réponse audible. À quoi bon? Elle avait les yeux rivés sur ses mains vides. Pas de mallette informatique. Rien dans les mains. Juste une feuille jaune qu'il avait machinalement arrachée à la sortie du conseil d'administration des mains de Véronique Casquiac, qui le hélait comme un vulgaire animal. La feuille jaune. Celle qu'il n'aurait jamais voulu voir, le récépissé de mise à mort de la société. On lui laissait libre soin de rédiger lui-même les lettres de licenciement, pure formalité destinée à prouver que ses futurs anciens collègues étaient libres de tout engagement professionnel, le cumul des emplois étant strictement prohibé. Elle savait bien que non. Tous voyaient la feuille jaune. Tous voyaient que Christian faisait 1000 efforts pour garder sa dignité. Ne pas s'effondrer devant Catherine, la secrétaire, Thierry, le concepteur visionnaire, Marjorie, la graphiste, Bruno, le commercial, et Marie, la comptable. Pour ne pas sombrer à cet instant. Ne pas quitter le navire. Rester jusqu'au bout. Grâce aux moyens informatisés, la pénible formalité ne durerait pas une éternité. Il enclencha la création audio de textes et se mit à dicter. Remplir le formulaire de licenciement économique pour l'ensemble du personnel, daté du 27 décembre de l'année courante, édité, apposer la signature automatique, répartir le solde du compte courant sur 5 virements au compte bancaire des membres du peuple irlandais. Il ne put en ajouter davantage, la gorge trop nouée par l'émotion. Il partit s'isoler dans les toilettes quelques instants, s'aspergeant d'eau, jusqu'à ce que le robinet ne délivre plus la moindre goutte. Ah! Ils avaient déjà coupé. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de minutes. Il fallait prendre congé. Son équipe devait ramasser ses effets personnels, les loger dans un carton, et partir le plus vite possible, à l'image des licenciements tels que les relataient les films américains des années 1990. Ils partiraient avec leur vie dans un carton au format A4. Il réapparut au bout de quelques minutes, s'efforçant d'arracher un rectus amical à son visage tendu. Il tenait à leur parler, à ses collègues, à ses fidèles collaborateurs, presque des amis. Je suis profondément désolé pour vous tous. J'imaginais pas qu'on en arriverait là. Si seulement les autres sociétés ne se cassaient pas la figure à tour de bras, on aurait pu tenir. Janssen, les autres, tous les autres qui ont coulé. Et puis, si j'avais pas dû divorcer, j'aurais pu me renflouer peut-être. On aurait tenu, en attendant des jours meilleurs. Ça durera pas éternellement. Et puis, je sais pas pourquoi je vous dis toutes ces banalités. Vous savez qu'il est trop tard et qu'aucun mot, aucune parole ne pourra vous réconforter maintenant. C'est stupide et inutile de ma part. Allez, prenez-vous en main et ayez du courage pour retrouver du travail. Prenez vos cartons avec vos effets et puis partez le plus vite possible. Ils baissaient tous le nez, ne sachant quoi lui répondre.
Il s'assit sur un coin de bureau et laissa son regard vagabonder dehors. Une dizaine de minutes s'écoulèrent avant que chacun ait rassemblé ses objets. Ils partirent en silence, ou presque, les uns donnant une petite tape amicale, les autres lâchant un merci sobre en ces moments douloureux. Catherine osa une bise sur la joue et lui dit « Merci d'avoir cru en nous jusqu'au bout, Christian. Vous en valiez tous le coup. Ça allait me manquer. À moi aussi, ça va me manquer cette ambiance de veille de bataille. C'était stimulant. Ouais, répéta-t-il plusieurs fois, fondant déjà dans un océan de nostalgie. La porte se referma sur le départ de la secrétaire. Il resta seul de longues minutes. Il attendait la suite pour boire la coupe jusqu'à la lie. Il jeta un coup d'œil dehors. 3 camions de large contenance vinrent stationner au pied de l'immeuble. Des malabars, tatoués comme des taulards, en descendirent. Voilà, il écrivait le chapitre final de l'épopée du pub irlandais. Il avait insisté pour que ses collaborateurs dégagent le terrain le plus tôt possible, parce qu'il refusait qu'ils assistent à ce qui allait suivre. Les gros balaises entrèrent dans la pièce principale. Ils toisèrent à peine Christian, le poussèrent même pour enlever le bureau contre lequel il s'appuyait. Ils emportèrent les chaises, les armoires, les plans de travail, les ordinateurs, les imprimantes, tout, même le bocal rempli d'eau et le poisson rouge y barbotant. C'était hallucinant. Ces hommes rompus à l'exercice vous déménageaient 100 mètres carrés en une demi-heure. Ils ne mirent pas plus pour vider la société du mobilier qui faisait son charme, après le départ des employés qui faisaient son âme. Christian ne les regarda même pas quitter le hall. Il fixa simplement leurs 38 tonnes, emmenant sa vie pour être vendue aux enchères dans l'heure qui suivrait. Un autre camion, cette fois seul, s'arrêta devant l'entrée de l'immeuble. Il crut reconnaître un homme sortant d'un véhicule accompagnateur. Ah, Maître Caron, l'avocat de Christine. La pourriture. Nul besoin d'être intelligent pour comprendre la raison de sa venue, surtout avec un camion de déménagement. Il venait s'installer dans une place encore chaude. Il avait des vues et des informations sur un emplacement très coté, mais probablement sous-évalué par un de ses amis. Christian décida alors d'abandonner la place. Il ne tenait pas à croiser ce truand s'installant chez lui, comme il s'était installé dans sa vie en lui volant son ex-femme. Il prit l'ascenseur jusqu'au parking souterrain et fit sortir sa voiture pour la dernière fois. Une page de sa vie s'achevait. Depuis quelques jours, il ne cessait d'imprimer le mot fin en bas de chaque journée. Lundi 27 décembre, 16h30. Christian roulait lentement en direction de Saint-Aubin lorsqu'il reçut un appel de Patrick Bovis, son ex-beau-frère. « Christian ? » ?»« Oui, c'est Patrick, tu me reçois bien ? » ?»« Pas de problème. »« Dis, je suis sur le terrain d'aviation, là, ça te dirait un petit tour ? » ?»« Oh, je suis preneur. Bah, je t'attends. » Ils raccrochèrent en même temps. Une séance de voltige avait le don de remettre les idées en place d'ordinaire. Avec ce qu'ils venaient de vivre aujourd'hui, et les jours précédents, la piqûre de rappel aurait le goût d'une primo-vaccination. Le petit terrain avait été construit sur l'initiative de Patrick, le fondateur du club de voltige. Ces 2 appareils, un Pitts et un classique Cap 10, se dévouaient fuselage et voilure aux acrobaties. Patrick, pilote officiel de l'armée de l'air, commandant les derniers Rafales biréacteurs, vivait le vol comme une passion, une seconde nature. Les nuits de sommeil et les repas représentaient pour lui une perte de temps précieux qu'il aurait pu utiliser à voler. Christian tourna en direction du terrain et enclencha un programme spécial, un programme forçant la boîte automatique de son véhicule à rester en première. La côte grimpait à 20%. La route, ou plutôt le chemin amélioré et raide, représentait la seule voie d'accès au terrain d'aviation, un terrain situé sur un plateau. Une fois en haut, on découvrait un classique terrain avec une piste et un taxiway recouvert de bitume, une petite tour de surveillance, un grand hangar protecteur destiné à abriter les 2 trésors. À cela s'ajoutait un poste délivrant de grandes quantités de carburant à 2 € le litre. Ces petits jouets biberonnaient joyeusement 50 litres à l'heure, au moment où la tête des occupants balançait dans tous les sens. Leur performance étonnante, les sensations détonnantes, pardonnaient largement leur consommation débordante. Christian parqua rapidement sa voiture et descendit.
Il aperçut Patrick près du Pitts Rouge. Le flamboyant biplan demeurait son préféré, à cause de son allure rétro. Mais qu'on ne s'y trompe pas. L'air rétro cachait un moteur puissant à injection, développement 300 chevaux, une hélice à pas variable et une instrumentation ultra complète, comprenant de quoi naviguer au GPS. Christian s'approcha tandis que son ex-beau-frère effectuait la visite pré-vol. « Salut. »« Salut. »« Ça te tente ? » ?»« Bah, je suis là pour ça. J'ai quelques heures à effectuer, 4 précisément, avant le 31 décembre. Sinon la Fédération européenne ne validera pas ma licence. Je vois. Tu as manqué de temps ? Bah, forcément. À cause de la mission de pacification du premier mois de l'année. Pas vraiment une partie de plaisir, ça. Oh non, pas vraiment, non. 2 fois 15 minutes de combat réel, 5 appareils ennemis abattus, et la Fédération me demande de faire des heures de voltige. Y a des mecs gonflés dans les fauteuils en cuir. Je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, la boîte est morte, coulée, vidée. Oh merde. Comment tu vas faire ? J'en sais rien. Bon allez, mets ton parachute, grimpe là-dedans et ouvre tes yeux. Christian obéit sans discuter, comme on le faisait quand un commandant ordonnait. Il s'installa à l'avant. Il connaissait la consigne. Il n'en était pas au premier vol d'initiation avec Patrick. Il commença sa préparation en se sanglant d'abord avec la ceinture 5 points. Puis il attacha la sangle à 2 points sur ses cuisses. Le casque radio enfilé, un de ces casques que portaient les pionniers de l'aviation, et raccordé au tableau de bord, ce casque servait à dialoguer avec le pilote. Ensuite il se cala le dos avec le parachute, cherchant le point de confort optimal. Et là il resserra toutes les sangles. Il répéterait ce geste une fois ou deux pendant la séance de voltige, par sécurité. Il ferma les yeux. Les images vinrent comme un choc violent. Il se voyait flottant dans les airs, suspendu à un parachute bleu et rouge. Pourquoi ? Et il n'avait pas prévu de s'initier au parachutisme. D'ailleurs, Patrick lui avait déconseillé un jour, en ces termes. Apprendre à sauter ? Mais pourquoi faire ? Bah, au cas où. Au cas où quoi ? Bah, au cas où je devrais sauter. Ne t'en fais pas pour ça. Tu sais, on met un parachute parce que c'est obligatoire. Ah bon ? Ça sert pas ? Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive ? Une panne de moteur ? On peut atterrir, bien que cet engin vole comme un fer à repasser. Non, le pire, c'est une aile cassée. Et tu te vrilles tellement que tu restes collé contre ton siège. Tu vois le tableau ? Alors un parachute, ça ne sera pas d'une grande utilité. Et puis en plus, une fois sur deux, lorsque tu touches le sol avec ce genre de parachute, tu te pètes une jambe. Alors en cas de casse, tu fais quoi ? Tu pries, mon pote. Tu engueules ton ange gardien de t'avoir fourré dans une belle saloperie de guépier. Et là, Christian n'avait pas le cœur à passer un savon à son ange gardien. Au contraire, ce dernier venait d'envoyer un message visuel clair à son attention. Soit il s'agissait d'un futur saut en parachute, soit ils allaient se planter. Patrick ? Oui ? J'ai comme une drôle d'impression. Oh, qu'est-ce que tu me fais ? Tu as trop mangé ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec mon déjeuner. Je viens d'avoir une vision. Il se rendit compte que Patrick, militaire cartésien, appréciait peu de remettre un vol pour des raisons issues de l'obscurantisme. Une vision ? C'est ça que tu as quand tu t'absentes ? Comme à l'enterrement ? Oui. Ah, je vois, ouais. Bon, écoute, j'ai fait la visite pré-vol et il n'y a rien. En plus, si ça peut te rassurer, l'avion sort de révision complète vendredi. Tu vois ? Bon, ben, si tu le dis. Allez, contact. Patrick appuya sur le débarreur. Il fit des vérifications d'usage. Puis il alla se positionner en bout de piste 27. Christian se réjouit. Le vent venait de l'ouest. Donc, le décollage se ferait face à l'ouest, face au soleil rasant l'horizon. Ils s'élancèrent assez lentement. Évidemment, Patrick allait lui faire le coup de la sortie de piste, au bout du plateau, plongeant vers la ville, 200 mètres plus bas. À chaque fois, s'envoler par cette piste unique, dans la région, offrait 1000 fois plus de sensations que n'importe quel décollage. Et cette fois encore, il ne dérogea pas à la règle. Face au disque solaire rougeoyant, ils sentirent le sol se dérober, et l'appareil plongea. Le temps de mettre la sauce dans le moteur, l'avion prit de la vitesse et de l'altitude. Ils grimpèrent plein pot à vive allure. Lorsqu'ils furent à environ 1500 mètres, Patrick entama un premier looping classique, et efficace, pour se retrouver scotché au fond de son siège, pesant 4 à 5 fois son poids d'ordinaire, dans la phase ascensionnelle. La descente apportait une autre sensation,
Le sang jaillissait des jambes vers la tête, provoquant ce que l'on appelait une accélération négative, ou G négatif. Rien à voir avec l'hypothétique point G, bien que les deux lascars prennent leurs pieds au possible dans leur figure acrobatique. Ces G négatifs étaient les plus éprouvants physiquement. Ils provoquaient éventuellement ce que les pilotes avaient nommé le voile noir. Le danger de ces figures provenait de leur enchaînement rapide. G positif et négatif, ajoutés à la nécessité d'avoir toujours l'horizon dans l'œil, secouaient les carcasses humaines. Christian adorait les tonneaux déclenchés et les vrilles. Il appréciait aussi les chandelles avec décrochage final. À un moment donné, le Pitts partit en vrille. Au bout de 2 tours, voire 3, Patrick balançait un grand coup de pied dans le palonnier pour arrêter la figure. Mais au coup de pied, rien ne se passa. Au contraire, un craquement sinistre se produisit, et l'appareil tournoya de plus belle. « L'aile !» hurla Patrick. L'aile gauche s'était détachée et cognait le long du fuselage. Elle s'arracha avec brutalité. Christian débloqua la verrière avec une peine inouïe. Ses bras refusaient d'obéir aux ordres de monter. Il était contraint de s'accrocher sur les côtés et de progresser avec lenteur. Il repoussa la verrière comme il put, mais son geste fut enfin soulagé par le coup de main de Patrick. Défaire les boucles et se dégager du harnais demanda un effort surhumain. L'avion piquait du nez. Les 2 hommes se retrouvaient écrasés sur leur siège. Patrick secouait le manche dans tous les sens pour tenter de donner un autre angle à l'appareil en perdition. Hélas, il demeurait incontrôlable, complètement incontrôlable. Le G-mètre rendit l'âme à 7G en éclatant. Christian se retourna dans l'avion, peu à peu, le mieux possible, afin de présenter son dos à l'extérieur. Quand il eut atteint une position satisfaisante, il s'empara de la poignée et tira d'un coup sec. L'effet espéré eut lieu. Son parachute, projeté en dehors de l'appareil, le happa à son tour. Il fut éjecté et se mit à flotter dans l'air, à moitié assommé au passage en heurtant les montants du cockpit. Il vit Patrick s'extraire de la même façon. Le Pitts continua sa folle course seul, droit vers le sol. Comme le couloir d'acrobatie se situait au-dessus du terrain, il ne devait pas s'abîmer en dehors des limites. Le pire pouvant survenir maintenant, c'était la malchance. Le comble de la malchance économique. La machine devenue folle s'écrasant sur un bâtiment de l'aérodrome, sur le hangar, et détruisant l'autre avion, le Cap 10. Cela n'arriva pas. L'engin se perdit dans un champ. Il explosa en 1000 morceaux et prit feu. Norman, avec plus de la moitié des réservoirs remplis, il ne pouvait en être autrement. Il n'était pas sorti d'affaire. Le vent soufflait fort et tournait. Il les déportait en direction de la falaise surplombant Saint-Aubin. Atterrir sur un relief accidenté n'était pas une option souhaitable, avec les arbres en plus. Il descendait vite. « Merde !» gueula Patrick, quelques mètres au-dessus. « On va se planter !» Prémonition vérifiée. Christian eut le corps fouetté par les branches d'un sapin. Son parachute se prit dans la cime, et cela stoppa net sa chute, d'un coup sec et brutal, lui occasionnant un magnifique coup du lapin. Mais il était vivant. Il s'agrippa au résineux comme il put. Il n'était qu'à quelques mètres du sol. Une fois sa prise assurée, il détacha son parachute et descendit porter secours à Patrick, moins chanceux. Il hurlait de douleur. Christian courut aussi vite que possible. Il comprit la gravité des blessures en voyant sa jambe. Nul besoin d'être médecin pour voir qu'il avait copé d'une vilaine fracture ouverte. « Je vais chercher des secours, lui dit-il, en faisant demi-tour. Il descendit à Saint-Aubin et frappa à la première porte rencontrée. Elle s'ouvrit. Les blessures du pilote nécessitaient une longue hospitalisation, une fracture ouverte à la jambe droite et un tassement de vertèbres. Il avait intérêt à se soigner avec sérieux, sinon, adieu sa carrière de pilote militaire et carrière de pilote tout court. Ce genre de pépin coûtait cher, très cher. Christian resta près de lui jusqu'à ce qu'il soit embarqué dans l'ambulance. Lorsque les portes se fermèrent, Christian rejoignit sa voiture. Il s'en était tiré indemne, un vrai miracle. Il vit les restes encore fumants de l'avion d'acrobatie. Il frissonna, de crainte et de froid. La température chutait de minute en minute. Il se réfugia dans sa voiture et établit une connexion avec la femme de Patrick, Miranda Bovis.
La pauvre femme, au tempérament volubile et latin, dû à ses origines hispaniques, paniqua tellement qu'il eut du mal à placer quelques mots. Il parvint à lui indiquer que son mari avait été envoyé à Clermont-Ferrand dans un service de traumatologie, que ses jours n'étaient pas en danger, et qu'il se trouvait entre d'excellentes mains. Dans le feu de l'action, il omit de lui révéler qu'il faisait partie du crash. Finalement, ça n'avait pas d'importance. Il était sain et sauf. En repartant chez lui, il pensa que Patrick accorderait davantage de crédit à ses visions la prochaine fois. Si toutefois il y avait une prochaine fois. Ces visions, si curieuses, si déstabilisantes. Pourquoi avertissait-elle parfaitement comme elle venait de le faire pour l'avion, même s'il n'avait pas écouté, alors que d'autres fois, elle se montrait ambiguë, glauque, trop imagée. Cela se manifestait de manière si incontrôlée. Il perdait l'esprit, il perdait son job, il perdait sa vie. Rien, personne à qui se raccrocher. Pas d'aide, pas d'enfant à chérir, pas d'animal pour l'accueillir dans cet appartement vide. Il poussa la porte d'entrée avec un air contrit. Rien. Le désert. Portait-il malheur? Tout ce qu'il touchait s'effritait dans les secondes qui suivaient. Il entra dans la cuisine. Le réfrigérateur affichait toujours un taux de remplissage au ras des pâquerettes. Rien à manger. Un couteau de cuisine traînait dans l'évier. Il avait servi à éplucher des pommes de terre. Il était particulièrement effilé. Il en prit possession, le serra très fort entre ses mains. La tentation d'en finir le taraudait. Il le lâcha et fonça dans la salle de bain. Des médicaments, avaler tout ce qu'il pourrait. Un bon mélange de gélules, le sommeil éternel garanti. Personne ne tenterait de le joindre. Il ouvrit la moire à pharmacie. Oh, quelle déveine! Plus rien. Christine avait fait la razzia sur les produits de santé. Même à distance, elle continuait à l'empêcher d'agir à sa guise. Elle l'empêchait de vivre sa mort, elle l'empêchait de mourir par dégoût de la vie. Il n'avait plus aucune attache, plus de rien, plus de lien. Il chercha une raison, une seule. Rien ne vint à son esprit. Il se laissa choir sur son matelas. Les visions d'horreur reprirent de plus belle. Paris, intacte, lumineuse, se déchirant soudain sous l'effet d'un souffle brûlant, déferlant comme une vague géante, un tsunami de feu. La pierre éclatant comme du pop-corn, le verre pulvérisé en fine pluie, l'acier porté au rouge écarlate, et les corps, ces êtres vivants perdant la vie au même instant que leur chair brûlant comme du papier sec. Des monuments existant la seconde avant, réduits en poudre aux yeux, en souvenirs de cartes postales. Des hurlements, des odeurs de chair grillée, de la chair humaine, une chaleur suffocante. Il ne parvient plus à s'en sortir, à sortir de cette vision. Il était bloqué dedans. Il était au milieu, parmi les passants incrédules, face à la marée enflammée montant vers lui. Il est pétrifié, il est terrorisé. Et tout à coup le phénomène l'atteint. Il se disloque, il hurle à son tour. Il sent ses os se détacher aussi facilement que ceux d'un poulpe en batterie. L'effroyable sensation d'être désassemblé, un sentiment de décomposition aussi soudain qu'inattendu, dévoré par une énergie sans fin, entretenue par une force incommensurable. Cela dure trop longtemps pour être naturel. Ce feu a quelque chose de diabolique. Malgré la destruction de son corps, il continue à exister. Mais pourquoi? C'est illogique. Il devrait mourir. Tous les autres sont morts. Lui, il résiste. Il ne se voit plus. Ses mains, son buste, ses jambes, plus rien. Il n'est plus qu'esprit, énergie spirituelle. Le feu dévalant la colline de la butte Montmartre n'a plus de prise sur lui. Il tient bon en pleine tourmente. Il est différent. C'est la raison qui explique sa résistance. Il est différent. Il devient fou. Mais pourquoi cette violence? Pourquoi cette destruction de la ville lumière? Pourquoi ne peut-il sortir de ce cauchemar? Pourquoi ses sens captent-ils cette vision avec autant de sensibilité? Normalement, seule sa vue devrait être touchée. Or il sent, il a le goût de la mort dans la bouche. Il ressent, il entend le déluge d'explosions. Le tumulte ne cesse pas, au contraire, il s'amplifie. Et même si cela ne l'atteint plus, il sait que ça continue. Pourquoi cette folie prend-elle forme? Le téléphone sonna et l'arracha à la réalité.
Il bascula dans le monde pénible, appartement désert, étouffant. Il s'écoula au moins une dizaine de sonneries avant qu'il ne parvienne à se redresser et à s'emparer du combiné. S'il avait eu de l'argent à dépenser, il l'aurait investi dans un téléphone à commande vocale. Hélas, l'heure aux dépenses n'avait pas sonné. C'était le téléphone qui avait sonné. Et pour commander à la voix, encore fut-il fallu être capable d'émettre des sons. Ah, allô? Allô? Maître Albert Minca, notaire à Saint-Aubin. Oui. De... de quoi s'agit-il? Vous êtes bien monsieur Prieur? Fils unique de Jacques et Solange Prieur? Oui. Oh, oh là, vous allez me parler de succession. Je crains fort de vous importuner avec ce sujet, monsieur. En un moment aussi pénible, je conviens que c'est malvenu. Mais hélas, la loi n'attend pas. L'État guette chaque occasion d'engranger des deniers. Quand pourrions-nous nous rencontrer, monsieur? Je suis libre dès demain, si vous le souhaitez. Entendu. Que diriez-vous de 9 heures? Autant commencer tôt. Non, tout à fait d'accord. Et qu'est-ce que ça va donner? Je veux dire, comment se présente l'affaire? Parce que en ce moment, financièrement, je suis cloué au pilori. C'est délicat, je préfère vous exposer le problème de vive voix. Nous aurons les idées plus claires demain matin. Ah, si vous le dites. À demain. À demain, monsieur Prieur. Délicat. Il avait parlé d'un problème délicat. Il allait se retrouver à la rue en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Un problème nécessitant du temps. Pourquoi ses parents n'avaient-ils pas eu la brillante idée de louer une maison au lieu d'investir? Ils allaient à contre-courant de la tendance actuelle consistant à se débarrasser des possessions immobilières. Ils n'ignoraient pourtant pas que la nouvelle loi, encore une, impliquait un partage des frais de réparation entre le propriétaire et l'assureur en cas d'attentat sinistre. Certes, les immeubles faisaient des cibles privilégiées par rapport aux habitations individuelles, et ses parents possédaient une demeure en dehors de Saint-Aubin. Alors quel était le problème? Elle valait cher, et les droits de succession, payables comptant, seraient hors de sa portée. Il faudrait vendre la maison de son enfance, vendre ses souvenirs. Quelle importance. Ses souvenirs lui appartenaient, et ne s'envoleraient pas avec des pierres. Il n'y aurait pas de problème. Albert Minca se trompait. Au même instant, alors qu'il se frottait les yeux par manque de sommeil, les images revinrent. Un nom apparut. Cavaillac. Le nom d'un village des environs. Oh, il avait dû y mettre les pieds une fois ou deux dans sa vie, lorsqu'il était un adolescent, pour une fête organisée dans une grange. Ah oui, c'est même là qu'il avait badifolé avec Katia, la fille de ses voisins, dans le foin. Ce qui n'avait rien d'amusant, contrairement à la légende. Le foin, ça grattait à mort, c'était terriblement inconfortable. Son esprit voyageait si vite. Il grimpait une colline et s'arrêtait face à un vieux manoir délabré. La lourde porte en chêne massif lui remémora une vision passée. Était-ce là la surprise évoquée par l'oncle Fernand? Si tel était le cas, c'était une bien vilaine surprise. Une tanière rongée par les termites, un gouffre à chauffage, la maison des courants d'air. Il pria le ciel pour avoir tort. Et les autres visions d'horreur reprirent l'ascendant. Le feu dévastant, consumant, balayant, sans qu'aucun moyen humain ne puisse l'en empêcher. Des visions dont il ne parvenait plus à se libérer, agitant toute sa soirée. Face à son aveu d'impuissance, à contrôler ces phénomènes, il dut s'installer face à une lampe allumée et se forcer à la regarder toute la nuit. Une nuit blanche, pour combattre les démons qui s'emparaient de lui. Mardi 28 décembre, 9 heures. Albert Minca était bien ce vieux bonhomme rondouillard et usé par le poids des ans. L'homme de la visite des rêves. Il ressemblait comme un frère à Q, le célèbre concepteur de gadgets de la série des James Bond. L'étude notariale reflétait exactement sa personnalité, d'un autre âge, vieillotte, avec des rayonnages de dossiers du sol au plafond, mal éclairés, mal isolés, mal aménagés. Entre lui et sa secrétaire, difficile de déterminer l'aîné. Elle appartenait à l'histoire de ces lieux. Il y avait un lien professionnel indestructible entre eux. Il y avait peut-être même eu un lien plus romancé autrefois. Ces deux-là, avec leur méthode ancestrale mais rigoureuse, avaient incontestablement séduit Jacques et Solange Prieur.
Les parents détestaient le changement, la nouveauté. Le vieux notaire incarnait cette pérennité du travail bien fait. Il n'avait jamais fait exception, sauf une fois. Ils avaient cru bon d'aller voir en dehors des frontières, visiter un pays étranger, pour découvrir une autre culture. Ils avaient choisi la Tunisie. Ils auraient dû rester eux-mêmes, rester en France, rester dans leur pavillon de Saint-Aubin. Ils vivraient encore. Bah, inutile de refaire le passé 1000 fois. Les événements ne changeraient pas pour autant. Une sorte de cataclysme météo soufflait sur sa vie, le mettait à l'épreuve. Que pouvait-il perdre maintenant? En quelques jours, si tout allait mal, il serait contraint de quitter son appartement, les soucis financiers commenceraient à le déranger, puis à l'ennuyer, et enfin à l'étrangler. Et après, à part lui prendre sa vie, le sort ne le dépouillerait pas davantage. Alors, il se lança dans le vif du sujet. Bien, maître, expliquez-moi rapidement le problème. Ah oui, le problème. Voyons, le dossier prieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors. Ah, voilà. Le dossier, parfait. Alors nous disposons de plusieurs biens. Ben, deux, normalement. Et non, trois biens immobiliers. Plus un véhicule fort ancien, pas assez pour entrer dans la catégorie des véhicules de collection tout de même. Non, suis-je distrait, c'est impossible. Même en attendant une année pour atteindre un total de 25 ans, ce modèle a connu une diffusion trop large pour prétendre à une cote intéressante. Nous allons retirer au mieux 2000 euros. Vos parents possédaient aussi des meubles de style, de l'électroménager. Mais le problème, c'est qu'ajouté aux trois biens immobiliers, on va entrer dans des sommes soumises à la taxation. Raisonnablement, le pavillon peut être estimé à 200 000 euros. Le deux pièces dont il disposait à Cavalère, au bord de la Méditerranée, tourne autour de 100 000 euros. Et enfin le manoir. Le manoir? Quel manoir? Vos parents avaient acquis un manoir à Cavaillac. Il jouit d'une vue imprenable, quoique situé dans un lieu isolé. Mais en fait, cet achat réfléchi avait été voulu par votre père. Il désirait placer son argent dans une bâtisse ayant du cachet, et n'attirant pas l'attention des terroristes plus enclins à plastiquer les ensembles immobiliers. Contrairement aux autonomistes corses, qui considèrent que tous les types de constructions sont susceptibles d'être l'objet de leurs attentions, ces terroristes-là tiennent de leur singularité. Ce bien n'a pas été entretenu et a vieilli quelque peu. Il n'était donc pas de toute première fraîcheur et votre père n'avait pas investi un centime dans sa réfection. Donc à présent, je l'estime à environ 80 000 euros. Donc si je sais compter, au maximum, la revente rapporte 380 000 euros. Oui. Ajoutez à cela 15 000 euros pour le véhicule et les biens meubles. Alors où est le problème? Le problème se trouve dans les nouvelles tranches de taxation. Leur nombre a été singulièrement réduit, par souci de simplification, d'après notre gouvernement. En fait, plus les tranches sont espacées, pire est l'injustice dans la taxation. L'exonération est totale à concurrence de 50 000 euros. À partir de là, jusqu'à 100 000 euros, la taxe monte à 40% de la transaction. Ensuite, c'est 60%, jusqu'à 250 000. Et au-delà de 250 000 euros, la somme est frappée à hauteur de 80%. Ce qui donne combien? Attendez, alors donnez-moi quelques secondes, le temps de poser les opérations. Alors pour la première tranche, je prends 40% de 50 000. La seconde tranche, je prends 60% de 100 000. Pour la dernière tranche, j'applique 80% sur 145 000, ce qui donne 226 000 euros. Quoi? 226 000 euros? Mais c'est du délire! Et j'ai à peine 30 000 euros sur mon compte, grâce à la vente de l'appartement où nous habitions avec mon ex-femme. Oh, vous venez de divorcer? Hier. Oh, je vois. Et si l'appartement est bien celui que j'ai enregistré hier après-midi, vous avez été floué, mon jeune ami. C'est un faible mot. Bon, alors, concrètement, je paye quand? Il faut que je vende d'abord les biens. Voilà, vous venez de mettre le doigt sur le problème, monsieur Prieur. Vous devez payer aujourd'hui. Aujourd'hui, mais je n'ai rien vendu, et je n'ai que 30 000 euros. Pour ce qui est de la vente, en fait, je peux m'en charger. Oui, mais ça ne solutionne pas le problème. Même si vous vendez en un mois, ce qui constituera un record de rapidité, cela ne donnera pas la somme pour aujourd'hui.
Quand je me parle de me charger du problème, je veux dire que je vous avance l'argent de la vente. Vente à laquelle je retire une commission de 10%, quels que soient les biens en vente. À vous de voir ce que vous gardez. Je ne m'occupe pas de vos biens meubles, donc à vous de voir. Il faut que je décide quels biens sont vendus. Exactement. Maintenant? Maintenant, monsieur Prière. Écoutez, je connais leur appartement à la mer et leur pavillon. Par contre, j'ignore tout de ce mystérieux manoir. Vous plairait-il de le visiter? Bah oui, de toute façon, je vois pas 36 solutions. Je ne peux pas garder l'appartement. Avoir ma résidence principale à Cavalère me nuirait. Je me vis ici, j'ai encore une réputation de sérieux. Cela me donne un avantage. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je vends l'appartement. Soit 90 000 euros pour moi, déduction faite de votre commission. Bien calculé, monsieur Prieur. Ouais, mais c'est insuffisant pour régler la taxe. Si je vends ce manoir en plus, comme j'y pense dans un premier temps, je retire 72 000 euros, soit une somme totale de 162 000 euros, si je ne me trompe pas. Si j'ajoute mes 30 000 euros, ça donne 192 000 euros, et je suis loin des 226 000. En effet, et n'oubliez pas que dans quelques jours, vous êtes à la rue, et les locations sont introuvables ces derniers mois. Il faudra au moins 6 mois avant d'en décrocher une. Si vous voulez pas dormir sous les ponts, il faut conserver un logement. Vous avez compris, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution. La vente du pavillon et de l'appartement vous rapportent respectivement 180 000 et 90 000 euros, soit un total de 270 000, ce qui vous laisse 44 000 euros pour vous. C'est suffisant, je crois sincèrement, pour effectuer les travaux minimaux de restauration. Alors? Bah, alors allons visiter. Bah très bien, nous y allons. Albert Minca enfila un vieux pardessus bleu et se coiffa d'un chapeau mou. Il noua une écharpe de laine épaisse destinée à protéger une gorge qui lui jouait de plus en plus de vilains tours. Il confia la garde de l'étude à sa secrétaire le temps de se rendre sur le lieu de visite. Cavaillac se situait à 20 kilomètres de Saint-Aubin. Sur la route, il croiserait le village de Broussignac. Broussignac, là où habitait le voyant dont Émilie avait vanté les dons. Était-ce possible? Un mage disposait-il du pouvoir d'aide, d'explication quant au phénomène qui s'acharnait à lui pourrir l'existence depuis plusieurs jours? Bon, il en doutait sérieusement. Néanmoins, si les phénomènes se reproduisaient aussi violemment qu'à la banque, par exemple, il aviserait. Il se contenta pour l'instant de suivre le vieux notaire à travers les vallons de la campagne auvergnate. À une vitesse ridiculement faible, maître Minca entend déménager son carrosse pour qu'il perdure de nombreuses années. La propriété n'était pas clôturée et quasiment pas arborée. Aucune pelouse, juste des taches vertes, d'herbe pelée par endroits. Même la pluie d'automne et d'hiver n'avait pas suffi à reverdir la colline. Par contre, la vue imprenable valait à elle seule l'achat. Ils stoppèrent devant la lourde porte en chêne, celle du rêve. Le vieil homme le précédait, avançant avec lenteur. C'était assez hallucinant, voire choquant de constater à quel point le grand-père avait un esprit vif, clair, alors que son corps fonctionnait comme celui d'un vieillard. Au moment où Christian gravit les marches menant au perron, le vent se leva. Un souffle de glace, figeant les muscles, fragilisant les os, un vent pétrifiant. Il pénétra dans la bâtisse. L'état général laissait à désirer. Les pierres nécessitaient un bon coup de décrassage. Les ardoises n'assuraient plus l'étanchéité sur certaines pentes. Vers l'intérieur, spacieux, avec des poutres apparentes. Pareil au rêve. Pourquoi visitait-il? Il avait déjà visité ce manoir. Par contre, il ne connaissait pas cette odeur tenace de moisissure, de poussière. Les techniciens de surface avaient pas utilisé leurs aspirateurs, plumeaux et acoustiques depuis quelques années. Les souris, par contre, les araignées, voire les chauves-souris, avaient élu domicile dans le moindre recoin. Le hall mesurait bien les 30 mètres carrés annoncés, même davantage. Ensuite, ils entrèrent dans la partie principale, là où se trouvait le large escalier menant à l'étage. Sur le côté gauche, le plus petit, Christian découvrit une pièce avec des étagères, une ancienne bibliothèque.
On pourrait créer un bureau. Cette pièce lui plaisait bien. Il faisait un froid de canard. Pour chauffer cet immense bazar, il valait mieux un chauffage central et une chaudière traditionnelle. Heureusement, des cheminées avaient été construites dans chaque pièce. En chauffant au bois, il devait pouvoir économiser de l'argent. La présence de radiateurs accrochés au mur augura la présence d'une chaudière au sous-sol. Il se dirigea vers l'autre côté, la salle à manger. 100 mètres carrés, au bas mot. Ils montèrent à l'étage, à la vitesse d'un escargot. Chambre, salle de bain, toilette, il y en avait au rez-de-chaussée, sous l'escalier, tout était dans le style. Et les tapisseries brillaient par leur absence, les murs étant apparents. Par contre, l'espace ameubé frisait le gigantisme. Ce ne fut pas tout. Le grenier et la cave réservaient de belles surprises. Une cave à la température et à l'humidité idéale. Manquait plus que quelques bonnes bouteilles des meilleurs millésimes. L'une des pièces du grenier s'obstina à demeurer close. Il faudrait faire appel à un serrurier pour l'ouvrir. À moins qu'un bon coup d'épaule et le changement complet de la serrure soit d'un coup plus modéré. Il décida de revenir au rez-de-chaussée. Une surprise vraiment inattendue l'attendait dans le hall. « Émilie ? Salut ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je me promenais en vélo dans le coin. J'ai vu ta voiture tout à l'heure. Tu visitais ? Non, j'hérite. Nuance. Waouh, super, tu peux en faire un endroit splendide. Tu crois ? Ah sûr, je verrais bien des grands dîners comme dans l'ancien temps, avec plein d'invités déguisés. T'as de ces idées, toi. Bah pourquoi ? C'est le style de baraque qui se prête à ce genre de manifestation. Ouais, pourquoi pas. C'est un héritage de tes parents ? Oui. T'étais au courant ? Non. Il s'agit d'une surprise de dernière minute. Une surprise. Oui. Il ferma les yeux et sentit les ondes bénéfiques et magiques en ces lieux différents. Il percevait les vibrations. Cette maison l'appelait à venir vivre dans ses murs. Elle l'appelait de toutes ses forces. Curieuse sensation. Encore diffuse, embryonnaire. C'était comme une naissance, une initiation à des forces inconnues. Les voix douces parlaient dans une langue universelle. Christian ne les voyait pas. Des gens lui délivraient des messages bienveillants, ainsi qu'autre chose qu'il ne parvint pas à comprendre. Des messages d'une autre nature, incompréhensible, parasitée. Il cessa rapidement. Émilie lui sourit et lui demanda « Tu vas bien ?»« Oui, oui. »« Je suis pas convaincu. J'ai l'impression que tu sens quelque chose. J'ai raison ?»« Tu as raison, je vais pas bien. J'ai ces voix, ces visions. C'est normal, ça. Mais non, je crois que je suis malade. Je suis le seul à savoir. Je perds la tête. Je t'assure que non. Bon, écoute. Tu veux bien m'accompagner pour la signature? Tu veux passer la journée avec moi? Ah, tu te décides enfin à m'inviter. J'ai mon vélo, qu'est-ce que j'en fais? Bah, elle est dans le coffre de la voiture. Ok. Nous pouvons y aller, monsieur Prieur? La visite a été suffisante? Suffisante, maître. Je vous suis. Lorsqu'il apposa sa signature au bas des documents de vente, il sut qu'il faisait bien, sans cependant expliquer pourquoi ou comment il l'affirmait. Juste une sensation nouvelle. Il ressentait les vibrations. Il leva les yeux vers le notaire et ne put en détacher son regard à partir de cette seconde. À cause de la lumière, une lumière diffuse qui gênait son champ de vision autour de Albert Minca. Il faisait une affaire honorable. Dans sa position, discuter était vain. Discuter quoi? Au pire, il aurait pu se retrouver à sec, ou débiteur vis-à-vis de l'État. Avec le déficit qu'il avait engendré avec le pub irlandais, il aurait pu encourir une peine d'emprisonnement. En tôle, à sec, divorcé, sans emploi, et maintenant la santé lui jouait des tours de cochon. Des voix, des visions, son esprit, ses sens, tout allait de travers, il se sentait presque mal. Des crampes d'estomac, d'immondes gargouillis animèrent son ventre et ses intestins. Depuis quand n'avait-il pas mangé un morceau? 2 jours au moins. L'explication de sa soudaine faiblesse. Il faudrait que vous procédiez aux 2 déménagements, le pavillon et l'appartement. Bien sûr. Le pavillon se trouvait à proximité. En louant une camionnette avec quelques allers-retours, à l'aide d'un ou 2 cousins, il aurait tôt fait de transférer les meubles dans le manoir. Par contre, l'appartement de cavalaire devait être vidé d'un trait par un engin nécessitant un permis spécial qu'il ne possédait pas. Organiser le déménagement de ces 2 pièces coûterait une bonne poignée de deniers, qu'il ne tenait pas à gaspiller.
les douleurs reprirent de plus belle, et il dut se concentrer pour dominer le mal. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les mots cessèrent à son injonction. Il n'écoutait plus le notaire, inconsciemment persuadé que ses paroles ne revêtaient aucun caractère d'importance. Non, ses yeux verts cherchaient un support invisible, tandis qu'il apposait son nom au bas des innombrables feuillets, machinalement. Il trouva le coupe-papier du notaire. Il entreprit de déterminer la raison de cette soudaine et inattendue guérison. Ce qu'il avait pris pour des bruits parasites, dus au jeûne prononcé, cachait une autre nature, une douleur. Il avait éprouvé une vraie douleur, par des gargouillis désagréables, parce que perceptibles par des oreilles voisines. Non. Et il avait réussi à vaincre la douleur par la force de sa volonté, par la persuasion, instantanément. Était-il un dieu? Ou un de ces moines du Tibet, ou de ces prêtres hindous capables de prouesses inouïes, tels que marcher sur des braises? Ou son esprit jugeait-il encore de nouveaux tours? À la vue des récents événements, il était enclin à pencher pour cette hypothèse. Sa cervelle possédait le pouvoir de l'aveugler de différentes façons. Et si... Non. Il se souvint tout à coup d'un vieux film avec un acteur qu'il adorait, John Travolta. Un acteur au talent multiple, capable de chanter, de danser à merveille, de jouer les types les plus sympathiques, les rustres les plus grossiers, les ordures promises à l'enfer. Comment s'appelait ce film déjà? Ah oui, Phénomène. L'Américain incarnait un type assez simplé, gentil, qui, après avoir vu une lumière surnaturelle, se mettait à lire des tonnes de bouquins, à mémoriser, à inventer, et même à développer des dons de télékinésie, déplacer de petits objets. On croyait à un don divin ou extraterrestre, et on apprenait à la fin que tous ces phénomènes n'avaient qu'une seule origine. Une tumeur se développant dans son crâne, appuyée sur certaines parties neurales, stimulant leur activité. Le surdoué miraculeux mourut d'un cancer quelques jours plus tard. Et lui, ses visions de cauchemar s'abreuvaient-elles à la source de cellules malignes? Un examen M3D, modèle à 3 dimensions, accompli dans un centre spécialisé, répondrait sûrement à ses inquiétudes. Où se trouvait l'hôpital le plus proche avec ce genre d'appareillage? Clermont-Ferrand? Pas sûr. Bordeaux? Vraisemblablement. C'est fini, monsieur Prieur. La voix du notaire insistait. Il répétait cette rengaine depuis au moins une trentaine de secondes. C'est fini, monsieur Prieur. C'est fini. Ah, excusez-moi. Oui, je vous ai fait le virement du complément. Si toutefois les biens trouvés acquéreurs à des prix supérieurs à ceux annoncés, je conserverai la différence. Et, inversement, si je perds au change, j'assume. Mais la loi a prévu une protection supplémentaire pour le vendeur. Si l'écart entre le prix de reprise proposé et le prix de vente réellement pratiqué excède 20%, je suis tenu de vous reverser tout l'excédent. Mais n'y comptez pas trop. Mais on ne sait jamais. Les biens de vos parents formaient un placement intéressant. Le pavillon isolé, risquant peu les attentats, l'appartement 6 en face de la plage, dans une station balnéaire en vogue. Ah, enfin, c'est très aléatoire. Je ne vous promets rien. C'est le marché de change. Il change parfois d'aspect comme un vrai caméléon. Un jour, le client vole de la location, le lendemain, il se précipite sur l'achat d'appartement, le surlendemain, il saisit des ruines, pariant que les terroristes ne feront pas 2 fois au même endroit. Ils sont étonnants. Enfin bon, tout le jeu consiste à arriver au bon moment avec le bon produit. Christian ne l'écoutait pas avec attention. Au mieux, il entendait le discours lénifiant du grand-père. Il avait résolu ce problème avec un minimum de pertes. Il ne désirait pas débattre d'hypothèses futuristes et farfelues. Son futur se définissait à la demi-journée, grand maximum. À savoir, prendre des nouvelles de Patrick, certainement opéré dans la nuit ou dans la matinée. Prendre un rendez-vous pour se faire explorer la tête sur toutes les coutures. Prendre enfin un déjeuner digne de ce nom en compagnie d'Émilie. Émilie. Pourquoi se murait-elle dans le silence? Pourtant elle était bavarde dans la voiture tout à l'heure, ayant 1000 potins sur tous les membres de la famille. Autant elle jouait les carpes en présence du notaire. Pourquoi? Oh, pourtant, pas besoin d'être un érudit pour discuter avec Albert Minca. Le bonhomme, fort d'une expérience de 50 ans, était apte à se mettre à n'importe quel niveau. Et puis, Émilie n'était pas une gourde. Faisait-elle des études? Sûrement. En fait, il n'en savait rien. Mais pourquoi était-elle libre? Bah, quel idiot. Les vacances scolaires, bien sûr. Elle devait suivre un cursus à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Ils quittèrent l'étude poussiéreuse vers 12 heures.
Lorsqu'il franchit le seuil de la porte, il sut que c'était l'Ader d'Eder. Il ne reviendrait pas. Il n'y aurait pas de bonus. Il tendit la main au vieux notaire. Il eut aussitôt la vision de l'homme allongé sur un lit d'hôpital, terriblement amaigri, entubé, perfusé, une main blottie au creux de celle de sa secrétaire. Il entendit les mots « crise cardiaque ». « Bah !» dit Christian. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Émilie. « Encore des hallucinations. Qu'est-ce que tu voyais ?»« Le notaire à l'agonie près de sa secrétaire, dans un hôpital ou une clinique. C'est complètement stupide. »« Mais pourquoi ça serait stupide ?»« Parce que il est vieux, il est fragile. Alors je fais des associations dignes d'un vieux cliché. Il va mourir parce qu'il est vieux. On meurt tous, hein, et souvent à l'hôpital, accompagné d'un être cher. Ce qui révèle aussi que je ne détesterais pas disparaître, et que cela se ferait dans le plus parfait anonymat. Ah non, hein, t'as pas intérêt à me faire un coup comme ça. Ah bon? Pourquoi? Tu ne tiens pas à perdre ton cousin? Non, et si tu étais mourant, je serais présent à tes côtés. Et puis, maintenant que t'es célibataire, tu vas sortir un peu, hein. Je compte bien parvenir à t'extraire de ton manoir de temps en temps. Ben, sortir? Et avec quel argent? Je suis sommaire, Émilie, ne l'oublie pas, et j'ai peur de le rester encore de longs mois. Tu pourrais savoir. Comment? Va voir Angelo Guettari. Oh, encore cette idée, mais pourquoi? J'ai pas un euro à céder à ces âneries. Ok, bah je te paye la séance. Oh, mais t'es terrible. Oui, je sais, tous mes prétendants me le disent. D'accord, bon, en attendant, qu'est-ce que tu dirais de manger un truc consistant? Ah, moi je déjeune léger d'ordinaire. J'accepte de faire exception pour toi. Tu meurs de faim. Comment tu le sais? Bah, ta couleur, tu ressembles à un cachet d'aspirine. Mais depuis combien de temps tu n'as rien avalé? 2 jours? 3 jours? Comment, ma couleur? Tu... Ah, je sais même plus, dimanche ou samedi, quelle importance. Mon estomac reste aussi vide que ma vie. En l'espace de 3 ou 4 jours, j'ai tout perdu. Même la tête. Je sais, mais ça durera pas. Tu as des ressources en toi. Peut-être même d'une nature dont tu ignores tout. Ouais, je crois plutôt que je perds la raison. Détrompe-toi. Tu as des visions? Oh oui. Eh viens, on va en parler devant une bonne crêpe bien chaude et une bolée de cidre. Ça te tente? Ouais, plutôt. Elle l'entraîna dans une échoppe aux senteurs alléchantes et à la carte variée. Elle faisait preuve de gentillesse, de compassion, se disait Christian, au moment où il en avait besoin. Besoin d'être écouté. Surtout que les mots qu'il prononcerait le feraient passer pour un malade mental aux oreilles d'un profane. Émilie, elle, branchée sur la voyance, branchée sur le paranormal, le don scientifique, offrait alors un niveau de tolérance, d'ouverture et de compréhension nécessaire à l'écoute de ses propos sans sens apparent. Elle ne le jugerait pas, et ne lui fournirait pas d'explication non plus. Alors à quoi ça servait dans ces conditions?